Permettez-moi juste de vous dire que ce soir... Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Purpose, merci de nous suivre, merci d'être là ce soir. On est ravis de lancer cette nouvelle émission dans un nouveau format entièrement consacré aux questions démocratiques. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de lancer ce nouveau format ? D'une part parce qu'on a constaté que ce sujet-là, dans l'occasion des élections présidentielles ou même législatives, n'était pas totalement absent, mais n'occupait pas une place prépondérante dans les débats. Et l'autre sujet, c'est que on fait partie de ces acteurs qui pensons que oui, le constat de la démocratie fragilisée, on peut le faire, mais par ailleurs, il y a des solutions qui sont sur la table, certaines anciennes, certaines nouvelles, et qu'on a l'occasion d'en débattre, on a une nécessité aussi même d'en débattre pour pouvoir potentiellement alimenter les programmes, ou en tout cas pouvoir faire émerger ces sujets-là, ne pas se contenter simplement de subir l'actualité, pas simplement se contenter de se dire dans son fauteuil, mon Dieu, la démocratie, ça va mal, mais d'un peu prendre en main, à notre petite échelle, ce destin. C'est forcément symbolique, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Symbolique pour nous de vous avoir avec nous, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Marc Fesneau, vous êtes ministre de la Participation citoyenne, accessoirement ministre des Relations aussi avec le Parlement. Mais ce petit attribut de ministère de la Participation citoyenne est déjà tout un symbole. Merci d'avoir accepté d'être là pour cette première émission. On est aussi avec Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques, qui est aussi un camarade de longue route des Civic Tech, quelqu'un qui a accompagné beaucoup des personnes, des innovateurs démocratiques, comme on s'appelle parfois pompeusement, qui essaye de les soutenir et puis qui a un regard généralement aussi assez reculé sur les questions démocratiques. Alors on va démarrer là-dessus. On sera rejoint plus tard par Nelly Garnier en deuxième partie d'émission vers 20h, qui est élue conseillère régionale Île-de-France et conseillère de Paris, auteure d'un ouvrage qui s'appelle La démocratie du like. Donc elle viendra dans la deuxième partie de l'émission. Loïc, globalement, tu es habitué de nous décrire une démocratie qui va mal. Figure-toi que dans la consultation en ligne qu'on a fait préalable sur Purpose, on est à peu près sur la même situation. On a posé quand même la question de ne pas savoir si la démocratie allait bien ou pas bien. On a demandé si, pour les participants, ils estimaient que la France, ou en tout cas la démocratie en France, était réellement en danger. Et on a 90% de nos participants qui ont dit que oui, pour eux, la démocratie était en danger. Je m'adresse à vous, Monsieur le Ministre, avec une première question et un premier argument qui était déjà posé. On l'a eu beaucoup quand même, cette question du rôle des institutions, avec ce discours qui parfois met un peu tout le monde dans le même package en parlant du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, des institutions au sens large. Mais je vais vous citer le verbatim d'Alain qui nous a dit « La démocratie est en danger, que le président décide de mesures, pas de souci, mais le rôle du Parlement et du Sénat est de temporiser après analyse. Or, nous l'avons vu, ils se sont contentés d'approuver sans enquête les arguments des ministres. Tout ça n'a pas fonctionné. J'imagine qu'en tant que ministre des Relations avec le Parlement, sans trop tuer le suspense, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette affirmation, mais en tout cas, est-ce que vous la comprenez et est-ce que c'est un sentiment partagé aujourd'hui d'avoir ce doute permanent et cette suspicion sur les institutions et sur votre travail? Je vois bien le doute qu'il y a. Ça, on ne peut pas sous-estimer, dire qu'il n'y a pas de doute, parce que ça serait être complètement aveugle. Après, d'abord, on a des institutions qui n'ont pas bougé dans ce mandat. La Constitution qui est la nôtre, c'est celle que nous avions en 2017. Et structurellement, on va dire les choses, elle date de 58. Alors, on peut dire que c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Mais il y a une prééminence du pouvoir exécutif sur le Parlement. Et c'est les institutions qui ont été... On n'est pas une démocratie structurée autour de son Parlement principalement. Elle est structurée autour plutôt de l'exécutif, puisque nous sommes le seul pays à élire le président de la République directement, en tout cas dans l'espace européen. Et donc, je pense que ça, c'est un élément sur lequel on peut peut-être s'interroger dans l'avenir, mais en tout cas, c'est les éléments sur lesquels on travaille. Deux, je ne partage pas le sentiment que le Parlement, et en plus on dit Sénat et Assemblée, il ne m'a pas échappé que le Sénat n'était pas tout à fait du même horizon politique que l'Assemblée nationale, ils sont clairement dans l'opposition, ne faisait pas un travail d'écho. Je signale au passage d'ailleurs que 75% des textes auront fait l'objet d'un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. On ne peut pas, soit par la voie d'une commission mixte paritaire, soit par la voie d'un accord direct. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. On va être sans doute une des législatures sur lesquelles il y aura eu le plus de temps de débat, le plus d'amendements, le plus de questions écrites. Est-ce que pour autant ça veut dire que ça marche bien ? Ça, vous ne m'entendrez pas dire ça, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le débat, y compris et notamment au Parlement. On l'avait fait d'ailleurs, je l'avais réfléchi à ces questions quand j'étais président de groupe en 2018, je pense qu'il y a un manque de temps dans le débat parlementaire. En fait, ce qui manque, c'est un moment avant le texte en séance lui-même, qui est le moment un peu final, un temps qui permette et ça reviendra peut-être au sujet qu'on évoquera tout à l'heure, dans l'opinion publique, dans l'opinion parlementaire, de se faire une opinion, justement, et de ne pas simplement dire le texte arrive et 15 jours ou 3 semaines ou 6 semaines ou 9 semaines plus tard, il est voté. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est un temps un peu de recul et de mise à distance, mais qui est valable pour l'exécutif, mais aussi qui est valable par le Parlement, parce que nous vivons aussi au rythme
des chaînes d'infos continues, de Twitter et du reste, qui fait qu'un problème, une solution, et on pense qu'il suffit de 8 jours pour le régler. Et donc ça, c'est un élément, me semble-t-il. Et je reviens sur ce sujet-là. Alors je vois manque de temps ou trop de texte, pardon. Oui, allez-y. Hein. Vous voyez. Oui, trop de texte sûrement, tout le monde le dit, sauf que personne ne fait quoi que ce soit pour résoudre ce problème. La vérité, c'est qu'il y a trop de texte. Oui, on est un pays où on pense qu'on résout les problèmes par la loi. Bon, une fois que j'ai dit ça et que tout le monde est d'accord avec ça, personne ne fait d'effort. Bon, alors moi je suis ministre des Relations avec le Parlement, j'ai défendu toujours le droit d'amendement des parlementaires, mais ça participe du manque de temps. Mais si on arrivait effectivement à avoir moins de textes, et de même que quand vous commencez à toucher à la Constitution, on vous dit qu'il faut faire attention. Sauf que quand vous touchez à la Constitution, sur la texte constitutionnelle de 2018, il y avait 2200 amendements. Or, la Constitution, ça ne se touche pas comme ça. Donc, la loi est trop bavarde, et elle est particulièrement bavarde en France, parce que c'est sans doute un tropisme ou un mal français. Pardon d'avoir coupé, mais c'est juste pour répondre là-dessus, parce que du coup, ça produit le manque de temps. Et il faut qu'on assume, moi je pense, dans le temps politique et dans le temps de l'immédiateté, la nécessité que pour qu'un débat se fasse bien, il faut un peu de temps. Et pas en séance, il faut du temps avant. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est le texte tant qu'il n'a pas d'existence juridique, dans le sens où il ne serait pas à l'agenda de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il est considéré politiquement comme sujet est considéré comme inexistant? J'ai l'impression. Et techniquement, tant que le texte n'est pas déposé au Conseil des ministres, il n'a pas forcément, pour les uns ou les autres, d'existence réelle. Il est un projet, il n'est pas un texte. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être qu'il faut qu'on ait un agenda qui donne un peu de temporalité dans une année parlementaire, de dire dans cette année parlementaire, un peu comme on a au Parlement européen d'ailleurs, qui a parfois bien des défauts, mais de ce point de vue-là, c'est pas inintéressant de regarder comment ils fonctionnent. Ils ont une programmation, alors il peut y avoir des épisodes comme ceux qu'on traverse aujourd'hui et comme ceux qu'on a traversés, mais ça souffre des exceptions, mais une espèce de programmation du travail, y compris dans un temps qui est court, parce que le temps du quinquennat est très court. Ouais. Et que globalement, on trouve que ça va vite, mais ou lentement, ça dépend des cas d'ailleurs. Un texte en moyenne, en procédure dite accélérée, c'est quand même 9 mois. Donc c'est pas non plus, mais c'est le temps de 9 mois, c'est le temps moyen entre le moment où il est procédure déposé accélérée. sur le bureau des assemblées et le moment où il est voté, c'est 9 mois. Pardon, je suis trop long, mais... Non, pas du tout. Non, mais donc c'est un sujet, et donc il vaudrait mieux qu'on ait presque, pour moi, 9 mois avant, pour le travailler, et quitte à ce qu'après, le temps au Parlement soit un temps, non pas de... On vote, on discute pas, mais au moins qu'on ait un peu purgé un certain nombre de débats. C'est-à-dire que là, vous dites que vous découvrez le texte, ou en tout cas les débats ont lieu de la même manière de découvrir le sujet en même temps qu'on le Quasiment. vote. Et les auditions n'ont lieu que quand le texte est l'améliore. sur la table, au fond. Donc, ça plaiderait pour un temps d'appropriation du sujet, Moi, quasiment de des formation. sujets, oui, et qui reviendra peut-être sur les sujets de la démocratie permanente. Il y a des sujets qui mériteraient en permanence, y compris en commission et au sein du Parlement, d'en discuter pour. Après, c'est plus commode, au fond. C'est ça, la démocratie délibérative, Loïc? La démocratie, c'est du temps. Oui, il faut. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut retrouver suffisamment de temps pour débattre. Alors, on est là, tu posais la question de l'état actuel de la démocratie et effectivement d'une situation qu'il faudrait être vraiment très optimiste pour trouver satisfaisante de nos institutions. Un des éléments de déstabilisation de nos institutions démocratiques, c'est justement le manque de temps face aux crises qui se multiplient et on parle, il y a un livre récent vient de parler des démocraties en état d'urgence. La question qui se pose, c'est une démocratie peut-elle être toujours en état d'urgence, c'est-à-dire en état d'urgence permanent. Alors il y a la problématique de la législation d'exception, c'est une question très importante, c'est-à-dire qu'il est légitime de suspendre le fonctionnement normal des institutions démocratiques et éventuellement des libertés face à un péril qui est important, qui est vital. Alors la question c'est quand est-ce qu'on en sort d'un certain point de vue, quelles sont les limites à cette période de mise en suspens de la démocratie. Donc je pense que c'est un des éléments du malaise démocratique contemporain, c'est justement cette permanence de l'urgence. Et une des craintes qu'on peut avoir par rapport à l'avenir, c'est, compte tenu du dérèglement climatique, compte tenu très vraisemblablement de la multiplication des pandémies, avec le contexte international. Et effectivement, le contexte de la guerre en Ukraine nous montre à quel point, finalement, l'équilibre dans lequel nous étions au plan géopolitique est fragile. Et puis, quand ce sera plus la Russie, ce sera peut-être la Chine, etc. Tous ces éléments-là, d'un certain point de vue, malmènent nos démocraties et nous empêchent véritablement de mener un vrai débat démocratique. Le problème, ce serait si les gouvernements tiraient prétexte
de cette urgence pour justement rogner progressivement sur nos libertés. C'est un danger qui est tout à fait plausible. Ça, c'est le premier point. Sur l'état contemporain de la démocratie, il faut faire la part des déstabilisations de l'extérieur. Je pense très clairement qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie se posent comme des alternatives au modèle de la démocratie libérale représentative, pour la Chine, se réclamant de l'efficacité, et pour la Russie, de l'idée selon laquelle, pour défendre la civilisation européenne face à ses ennemis, la démocratie est trop faible. Ouais. Donc on est là dans des défis qui sont absolument considérables, mais il y a surtout un épuisement à l'intérieur de toutes les institutions qui constituent notre univers démocratique. Je pense très préoccupant l'état des partis. L'état des partis politiques, qui étaient vraiment les piliers de la démocratie, aujourd'hui sont dans une forme de non-existence quasiment. Ce ne sont plus eux qui véritablement produisent des idées, produisent les programmes. Ce ne sont plus eux-mêmes qui sélectionnent les candidats. Finalement, dans un certain nombre de cas, on voit des dispositifs de. Bon, il y a un vrai problème avec les partis politiques et surtout, ils font plus le lien avec les citoyens, entre les pouvoirs et les citoyens. Il y a un grand vide maintenant entre les citoyens et le pouvoir, et donc il n'y a plus de structure qui canalise finalement l'opinion de haut en bas et de bas en haut. Et donc du coup, ça ouvre un espace, me semble-t-il, à la violence, à la défiance. Les fonctions d'intégration des partis ne sont plus remplies d'un certain point de vue. Il y a les médias. C'est un vrai problème. Les médias nous donnaient, d'un certain point de vue, une représentation commune de la réalité qui pouvait être discutée. Mais maintenant, d'un certain point de vue, cette représentation qui pourrait nous servir de socle pour le débat, elle est contestée, contournée par ceux qui vont se nourrir à des sources alternatives de vérité, qui contestent radicalement le point de vue et les autorités, les discours des autorités officielles. Et puis, je regrette de le dire, il y a quand même le Parlement. Le Parlement, c'était le lieu de la représentation politique. C'était le lieu où les différents courants d'opinion dans la société, les différents groupes sociaux étaient représentés. Aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent au mode de scrutin, me semble-t-il, je suis un défenseur de la proportionnelle, et quand on regarde au niveau européen, la plupart des pays se gouvernent avec la représentation proportionnelle, ce qui permet, de mon point de vue, un moindre décalage entre le pays politique et le pays réel. Bon, c'est toujours le pays légal et le pays réel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un parti, La République En Marche, en 2017, qui faisait, je pense, 16% des électeurs inscrits à l'élection, qui détient plus de la moitié des sièges à l'Assemblée. Donc il y a une déformation finalement de la volonté citoyenne qui est problématique. Parce que cette idée selon laquelle un parti, parce qu'il a obtenu la majorité, pourrait d'un certain point de vue faire absolument ce qu'il veut. Alors j'entends l'idée qu'il est obligé de négocier avec le Sénat, etc. C'est une idée qui me paraît contradictoire avec la nécessité d'un débat en démocratie. La nécessité d'un débat en démocratie. Et l'hypertrophie du pouvoir exécutif, qui n'est pas une fatalité liée à la Constitution de la 5e. Ça, on pourrait en discuter, mais on pourrait avoir une pratique beaucoup plus parlementaire de la 5e. Voilà. Cette hypertrophie du pouvoir exécutif contribue encore plus au déséquilibre et à la difficulté, finalement, d'organiser un vrai débat dans notre société. Et je pense que c'est une relative spécificité française. Donc on a vraiment des vraies pathologies dans notre système politique aujourd'hui. Mais une petite question quand même par rapport à quelques commentaires qui étaient mis. Forcément, c'est quand même un peu compliqué de parler de ce sujet sans faire référence à la situation internationale là. Avec les réponses des participants par rapport à la réalité des libertés aussi quand même dans notre pays, et aussi un certain nombre de faits il y a aussi quelques personnes qui considèrent que justement c'est parce que nos institutions ont fonctionné pendant la crise qu'on a plutôt réussi à traverser cette crise
Alors il y a eu des mouvements, mais sans se taper tous littéralement dessus. Cette question-là aujourd'hui de dire, est-ce que avec ces réponses, est-ce qu'avec notre discours sur les dangers de la démocratie, est-ce qu'on se joue à se faire peur, ou est-ce qu'au contraire, on n'a jamais trop de vigilance quand on parle d'une démocratie affaiblie? Il est évident qu'on n'est pas en dictature. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a, d'un certain point de vue, un représentant d'un candidat l'a dit il n'y a pas très longtemps, et ça c'est une vue de témoin. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans une dictature en France, et il faudrait être aveugle, et effectivement, à ne pas savoir ce qu'est une dictature pour pouvoir le dire, mais on peut, d'un certain point de vue, on peut basculer, c'est-à-dire qu'il y a une vraie fragilité des démocraties, avec l'émergence des démocraties libérales en Pologne, en Hongrie, là, qui sont revenus dans le giron européen, mais qui posaient un problème véritablement à la démocratie. On s'aperçoit que par le suffrage universel, on peut voir advenir des gouvernements qui finalement s'en prennent aux libertés. C'est ce qu'on appelle les démocraties libérales, et que la frontière entre la démocratie libérale, qui est la nôtre, et qui est celle qu'il faut protéger aujourd'hui, qu'il faut sauvegarder, et une démocratie qui serait de moins en moins libérale, qui serait issue du suffrage universel, mais qui ne respecterait plus l'état de droit, cette frontière, elle est vraiment très très fine. Et le 6 janvier de 2021, l'assaut du Capitole nous a montré à quoi tenait la démocratie. Ça tenait simplement à l'attitude de Mike Pence, qui a refusé de contester les résultats de l'élection. Pas qu'à ça, mais presque uniquement à ça. Donc, nous ne sommes pas en dictature, nous pourrions y venir très facilement, et on le sait, on sort très facilement de la démocratie, et on a effectivement beaucoup plus de difficultés à y revenir. Voilà, je vois que les questions arrivent, donc les questions arrivent et le chat se réveille. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. On va pouvoir en prendre une. J'en ai une pour vous, monsieur le ministre, sur un commentaire qui était celui de Caroline dans la consultation, qui dit « La démocratie me semble affaiblie après 2 années d'état d'urgence. Dès la sortie du vaccin, nous aurions dû sortir de cet état, mais le point était « Le symptôme majeur est selon moi d'avoir dû contraindre au lieu de convaincre ». Est-ce que, je me posais la question, est-ce que vous, en tant qu'élu, en tant que responsable politique, vous vous dites que de passer par la contrainte plutôt que la conviction, c'est forcément un échec? Est-ce que, comme le dit Loïc, à un moment donné, les situations de crise l'imposent? Et est-ce que vous voyez ce danger potentiel de finalement ce confort, enfin, je traduis peut-être mal ton propos, mais ce confort de la situation d'urgence et de la crise qui vous permet d'avoir des modalités d'action plus libres, plus franches, plus rapides? Ce que disait Loïc Blondiot est juste, c'est-à-dire qu'il faut... D'abord, la démocratie est un être fragile, si je peux dire. Et donc, il ne faut jamais croire que les choses sont acquises. C'est comme ceux qui disaient, il y a peut-être 3 mois, la paix en Europe pour toujours. Donc, il faut toujours être prudent. C'est un équilibre fragile, et la tendance du moment est plutôt une tendance à l'autoritarisme, parce qu'au fond, ça donne le sentiment de résoudre facilement les problèmes et de s'affranchir justement du sujet démocratique. Et donc, ceux qui jouent à dire la France n'est pas une démocratie se trompent. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des difficultés et parfois des malaises. Deuxième chose, c'est sur le sujet précis. À vrai dire, sur ces sujets sanitaires, c'est vrai que le risque toujours, c'est de bonne foi. Je ne parle pas de ceux qui structurent un régime illibéral puis dictatorial qui sont sur... on l'a vu d'ailleurs en Russie, c'est au démarrage ça paraît démocratique, puis petit à petit, on rogne sur des motifs... plus ou moins injuste du moment, puis après, au fur et à mesure, on rogne. Là, on était dans un sujet, mais il faut toujours être en vigilance de ça. Mais même de bonne foi, c'est vrai que parfois, on est obligé de prendre et de pratiquer avec des mesures qui sont plus contraignantes. Ceci dit, c'est la vérité sur le sujet épidémique comme sur tous les sujets. On a d'abord, je rappelle que novembre 2020, 60% des Français étaient contre le vaccin. Et puis, petit à petit, par une espèce d'œuvre de conviction. Alors j'ajoute que dans le fait qu'on challenge les institutions judiciaires, politiques, les journalistes, toutes les institutions, c'est ajouter quelque chose d'assez nouveau, c'est la science. C'est que dans une démocratie, quand en plus on dit la science se challenge, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'elle se challenge de temps en temps, parce que par nature elle a avancé parce qu'il y a eu des controverses. Mais il y a un moment quand même la Terre est ronde, quoi. Je sais qu'il y a des platistes, y compris dans notre pays, mais à un moment la Terre est ronde, parce que les scientifiques ont fini par se mettre d'accord. Et ça a été démontré. Et donc, ça a posé cette difficulté. Mais à partir de quel moment on arrive sur des mesures plus contraignantes? Et c'est toujours un regret de ne pas avoir réussi à convaincre. C'est quand on arrive à un seuil ou à un plateau à partir duquel on considère que là, on n'arrivera pas à aller assez loin en termes de vaccination. Mais je pourrais vous dire ça de tous les sujets.
Sur les transitions énergétiques, vous faites de l'incitation, puis à un moment, vous allez à la contrainte. J'écoutais l'autre jour un reportage sur les gens qui disaient « c'est affreux, on me prive de liberté parce qu'on m'oblige à mettre ma ceinture de sécurité ». C'était il y a 50 ans. Tout le monde conseillait la ceinture. Et puis à un moment, on a dit « il faut mettre la ceinture, parce que ça protège des vies ». Voilà, donc le seul sujet, c'est qu'on explique bien ce qu'on essaie de faire, deux, en quoi ça participe d'un intérêt général. Sur la ceinture, c'est un moment plus définitif. Sur la question sanitaire, c'est à quel moment, et c'est bien la question que posait Loïc Mondiaux, quand est-ce qu'on revient à l'état hanté, à l'état. Et reconnaissons que, d'ailleurs, ça a été un débat en permanence au moment de la crise sanitaire, est-ce qu'on a des outils, est-ce qu'il faut des outils durables, y compris constitutionnels, qui permettent de répondre à une crise comme celle-là, ou est-ce qu'on doit considérer, c'est-à-dire de réfléchir au-delà de l'état d'urgence classique, comment on peut avoir un état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire qu'on le met dans le dur, ou qu'on considère qu'en fait, il vaut mieux le faire que pour un temps limité, qui ne s'active pas autrement que dans les temps exceptionnels. Ça, c'est une vraie question. J'étais plutôt pour dire on le met dans le dur, au moins ça permettra un vrai débat au Parlement. Mais au fond, est-ce que c'est pas mieux de se dire c'était un temps exceptionnel? Et donc, oui, voilà, c'est une bonne question, je pense. Et donc, oui, c'est toujours regrettable de ne pas réussir à convaincre, mais au fait, sur ce sujet-là, comme sur tant d'autres, et d'autres avant nous, globalement, on arrive plutôt à convaincre, au fond. Sauf qu'il y a un moment où, pour passer un seuil, on est obligé de passer par quelque chose qui est plutôt du registre de la contrainte. Voilà. Alors, on a quelques questions, notamment de Ragben, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre, notamment sur la question du présidentialisme. Donc, sauf si Loïc, tu interprètes. Sinon, on va pouvoir passer à la question de Lucie Haz, qui nous interroge sur la question justement d'avoir un débat sur le fonctionnement du Parlement, des modes de scrutin, durée de mandat, type de mandat, les parlementaires étant par définition jugés partis. Où devrait se tenir ce débat, et est-ce qu'une énième convention citoyenne, à ma connaissance, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais si énième, non. On a peut-être déjà une usure des. On pourrait dire une deuxième ou une troisième. Une deuxième ou une troisième. En tout cas, les parlementaires peuvent-ils eux-mêmes s'amender? On voit bien qu'il y a un. Pardon, je réponds. Non, allez-y. C'est un écosystème que je fréquente. C'est toujours plus compliqué de se moderniser soi-même, mais le moment là du débat qu'on a, le moment présidentiel, le moment d'une élection présidentielle, c'est le moment de poser ces questions-là, semble-t-il. Tout le monde est jugé parti dans la démocratie, parce qu'au fond, nous sommes tous jugés partis. Enfin, tout le monde est responsable d'un bout de la démocratie. Il y a les citoyens qui votent, ceux qui ne votent pas aussi d'ailleurs, et les parlementaires aussi. Mais si on donne un mandat à quelqu'un qui dit des choses, ou plutôt à celui-là qu'à un autre, et par ailleurs, je pense que la responsabilité de l'ensemble des candidats ou des candidates, c'est d'essayer de dire des choses sur ce sujet-là, de ne pas éluder la question démocratique. Je pourrais confortablement dire que tout va bien, mais je pense qu'il faut s'interroger en permanence sur le fonctionnement démocratique et les risques qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc je pense que soit le débat parlementaire, le Facebook certainement pas, parce que je trouve que c'est trop réducteur. Je ne suis pas sûr. Le CESE est jugé parti, parce que le CESE est à part justement de l'Assemblée et du Sénat. Donc je ne suis pas sûr que ce serait au CESE que ce soit le mieux, comme si on faisait faire un débat sur les organisations syndicales ou les associatifs à l'Assemblée nationale et au Sénat en disant ils seront très indépendants. Non, parce qu'ils sont jugés partis au fond. Et d'ailleurs très bien que tout le monde soit jugé parti, la vie est belle. Ça peut être, mais je pense que le débat sur le coup, sur le débat institutionnel, c'est la présidentielle qui doit être un élément de la réponse. Voilà. Par rapport à ça, l'échec de la révision, la suspension, je ne pourrais même pas dire qu'il y a eu d'échec, le projet a plus été suspendu qu'arrêté. Bon, enfin, vous l'expliquez comment? C'était la réduction circonstance... du nombre de parlementaires qui est un peu chiffon rouge? Mais non, ce n'était pas constitutionnel, politique. Ça. Non, je pense. Allez-y. S'il y a difficulté à réformer la Constitution, c'est parce que la Constitution de 1958 prévoit que le Sénat dispose en quelque sorte d'un droit de veto sur tout changement constitutionnel. Or, le Sénat peut être considéré comme porteur de sa propre vision de la démocratie et ça me rend relativement pessimiste sur les possibilités de changement constitutionnel en dehors d'un moment présidentiel où effectivement un candidat se présenterait avec un programme de transformation en profondeur des institutions, mais en dehors de ces moments politiques-là, je pense qu'il est compliqué de réformer. Et je pense que c'est une difficulté.
difficulté. Il n'en va pas de même du mode de scrutin. Absolument. Le mode de scrutin, en fait, on peut le changer sans changer la Constitution, et donc une majorité peut le faire. C'est une loi simple. Et là, la timidité et la prudence vis-à-vis de la représentation proportionnelle, on y revient, qui est pas le cœur du problème, mais qui est un des éléments du problème, me semble extrêmement dommageable, parce que le scrutin majoritaire à 2 tours, et a fortiori à 1 tour, comme il se pratique en Angleterre, il est extrêmement brutal, comme je l'expliquais, hein, et effectivement, il peut produire des déformations majeures. Alors, pour tout remettre à plat, il y a une idée qui est en cours là en ce moment, et dont je suis un des défenseurs, c'est l'idée d'une convention, c'est-à-dire dans un scénario absolument idéal. Hein, qui est celui, par exemple, que défend un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte. Serait mise en place dans la foulée de l'élection présidentielle une convention citoyenne pour le renouveau démocratique et qui s'inscrirait dans une séquence constitutionnelle qui permettrait à la fois un débat entre les citoyens, au niveau local, dans des réunions, etc. Je pense que ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant. Les Chiliens ont déjà fait ça, ont déjà associé les citoyens vraiment au niveau le plus local à la réflexion sur les enjeux constitutionnels, consultation plus globale à travers des plateformes, une forme de grand débat autour de la Constitution, et puis une convention citoyenne qui serait tirée au sort et qui participerait à la définition d'un certain nombre d'enjeux. Il me semble que ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant. Évidemment, on terminerait par une constituante, au sens fort du terme. Alors là, la composition de la constituante, est-ce que ce serait que des membres des partis? Est-ce que ce serait aussi des citoyens? Est-ce qu'il y aurait aussi des citoyens tirés au sort? Les Chiliens, toujours eux, ils sont en train d'élaborer leur constitution, ils vont rendre leur copie en juillet, et en fait, ils ont pris pour principe, après un référendum, ils ont pris pour principe de désigner pour réécrire la constitution des membres de la constituante qui n'appartiendraient pas aux partis politiques. C'est-à-dire que là, c'est une... Alors je sais bien que ça peut effrayer les représentants des partis, mais ça me paraîtrait une solution pour remettre à plat. Moi, je crois qu'il faudrait remettre à plat. Et à mon grand désespoir, et ce qui s'explique aussi par le contexte international, mais pas que, la question démocratique, la question institutionnelle était déjà marginalisée dans les débats présidentiels en début de campagne présidentielle. Et il est très frappant de voir que le débat présidentiel avait été en quelque sorte phagocyté par très peu d'enjeux au final. L'immigration, la sécurité, l'islam, et au détriment de tous les autres. Et il y a un vrai problème qui est renforcé encore avec la crise en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, c'est qu'il risque peut-être, et c'est un risque énorme, de ne pas y avoir véritablement de débat au cours de cette campagne présidentielle. Quand on sait que c'est la dernière élection à laquelle s'intéressent les citoyens, c'est la dernière à laquelle ils votent, et ils continuent à s'y intéresser. Et je crois qu'on peut espérer un taux de participation beaucoup plus élevé qu'aux autres élections, qui sera sans doute inférieur à celui de la dernière élection présidentielle, mais c'est le seul moment véritable de délibération démocratique, de débat démocratique à l'échelle de la nation. Parce que les citoyens savent que la présidentielle, c'est l'élection reine, c'est l'élection qui détermine tout le reste, compte tenu de la structure de nos pouvoirs. Si le débat est escamoté, c'est un risque majeur, avec des lendemains qui vont être extrêmement problématiques, parce ce qui ne se sera pas débattu au cours de la campagne se débattra ailleurs, et peut-être dans la rue, j'en sais rien. Hein. Il y a un vrai sujet de préoccupation démocratique, et que cette question démocratique, qui est la mère de toutes les batailles pour moi, ne soit pas traitée, est pour moi vraiment un problème majeur. Il y a pourtant on l'a vu, hein, on l'a regardé nous attentivement, dans chaque programme des candidats, il y a des contributions sur la démocratie. On peut distinguer, ou en tout cas de refonte, on peut distinguer ce qui est de l'ordre mais de la prise en compte dans le débat. Il y a des choses. Je veux dire juste un mot, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, on pourrait rester 3 heures à discuter et à débattre. Je dis discuter et débattre, parce qu'on peut discuter et débattre d'ailleurs, je pense. D'abord, j'ai oublié de le dire, mais étant du mouvement démocrate, je partage complètement le sentiment du sujet de la proportionnelle. Après, moi, j'ai parfois un petit bémol avec ça. Je suis pour la proportionnelle. Je dis qu'après, la capacité à faire, y compris des coalitions, c'est aussi une question d'état d'esprit. Et nous sommes un pays qui a du mal à constituer de la coalition. C'est-à-dire, la question que je me pose, c'est est-ce que la proportionnelle, c'est un outil, c'est un moyen, mais est-ce qu'il produit l'effet escompté ?
C'est discutable. C'est-à-dire que En tout cas, il faudrait peut-être le faire. Faisons-le et en oui, discutons-en après, si je peux dire. Mais, absolument. parce que moi, j'ai participé. Alors, j'étais maire d'une commune de 15 conseillers, donc ça, il y a un peu tout le monde, donc ça allait. Mais j'ai vu comment fonctionnaient des régions ou des conseils municipaux importants. Il y a de la proportionnelle. Est-ce que pour autant se créent des coalitions? La vérité, non. Marginalement. En tout cas, des choses qui dépassent la frontière classique. Premier élément. Deuxième élément, j'entends ce que Loïc Mondiaux disait sur une constituante avec des citoyens. En tout cas, que le sujet démocratique, je ne sais pas les modalités, juste un petit clin d'œil, vous disiez, en vous retournant vers moi, en disant, il faut pas faire... je ne sais pas si les partis accepteraient d'être dans un... Mais on ne peut pas à la fois regretter qu'ils ne soient pas puissants et les marginaliser dans un sujet comme cela. On a quand même besoin de rétablir... Le Parlement est parfois un peu marginalisé ou mal perçu par les citoyens. Les partis sont détestés globalement par les citoyens. Et en même temps, on a besoin d'associer les citoyens. Et donc, pour répondre à la question de comment on pourrait faire évoluer, je pense qu'il y a deux sujets. C'est soit une présidentielle qui donnerait à quelqu'un, mais il faudrait que le sujet puisse être... Et c'est vrai que là, on a un sujet principal qui écrase les autres sujets. Mais dès lors qu'un candidat ou que des candidats feraient de la question de l'organisation démocratique, de l'organisation institutionnelle un sujet, ça donne un mandat quand même, y compris vis-à-vis du Sénat, de l'Assemblée nationale, pour dire, moi, le peuple a tranché et m'a donné ce mandat-là, soit quelque chose qui relève de ce qui a été dit, c'est-à-dire un débat, une convention citoyenne qui permette de dire, vous êtes obligés de vous affranchir de ce que vous avez dit les uns et les autres dans vos enceintes, parce que c'est attendu par les citoyens. C'est comme ça qu'on pourrait essayer de lever les choses. Mais qu'il y ait besoin d'avoir un débat sur ce sujet-là, c'est important. Pour ou contre une constituante, on y a répondu tous les deux de façon différente. Moi, je ne suis pas gêné à l'idée qu'on se pose la question institutionnelle. Après, les formes et moyens, on peut ne pas être du même avis, mais il y a un sujet quand même. On voit bien qu'on bute. Structurellement, la Constitution de 58 fait que le Sénat a une capacité de blocage. Et qu'au fond, d'ailleurs, quand vous regardez les révisions constitutionnelles, toutes les révisions constitutionnelles ont plutôt renforcé les pouvoirs du Sénat. Le dernier pouvoir qui reste, c'est le mode de scrutin qui verrouillerait complètement le Sénat, y compris dans son existence même. C'est le dernier. Le reste, on a donné beaucoup de pouvoir au Sénat. Donc, et je trouve ça, on est en système bicaméral, j'ai jamais été à critiquer le Sénat, j'ai toujours trouvé que c'était une erreur de pas... Ça aussi, ça participe d'une erreur. Mais, sauf qu'on on peut difficilement s'affranchir, sauf à passer par quelque chose qui soit plus puissant. Et pour moi, le plus puissant, c'est le peuple. C'est les citoyens qui disent, on vous le demande. Et il n'y aura pas de changement politique majeur, changement institutionnel, sans mobilisation massive du peuple. Parce que y a une question de logique derrière tout ça. En fait, les acteurs qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des acteurs qui y sont parvenus en fonction de certaines règles. Et il leur faut il leur faudrait beaucoup de courage ou en tout cas de volonté pour en changer. Alors apparemment, il y a des... Il y a pas mal de questions, ouais, j'en vois une là notamment qui nous interroge sur la question, voilà, merci de l'afficher. Pensez-vous que réinterdire la réélection pourrait permettre de limiter la frilosité des présidents à modifier la Constitution, un mandat unique? Là, c'est quasiment... le mandat unique, c'est l'incapacité à être battu. C'est pas à être élu seulement. Ouais. Moi, je trouve qu'une démocratie qui dit, par nature, quoi qu'il se passe... Je quitte le pouvoir. C'est pas je quitte le pouvoir. C'est quoi qu'il se passe, je ne peux pas me présenter. Moi, j'ai un problème démocratique. La démocratie, elle suppose, pour moi, de la responsabilité. J'ai plutôt perdu des élections que gagné des élections, donc je le dis tranquillement. Enfin, quand vous êtes... Puis, pourquoi au national et pourquoi pas au local? Et comment vous pouvez penser que les sujets qu'on a devant nous, ils ne méritent pas parfois... Je ne le dis pas parce qu'on est dans le moment qu'on vit là. Hein. Je le dirais. Et moi, j'étais, pour tout vous dire, contre le quinquennat et contre le renouvellement plus d'une fois. Après tout, les citoyens décident. Oui, parce que c'est les prendre un peu pour... Est-ce que ça empêcherait... Ce qu'on voit, c'est cette question de sorte d'appétit du pouvoir qui est présumé sur les politiques et qui fait qu'on pense tout de suite à sa réélection, donc du coup, on n'ose plus rien. Ouais, il y a un enjeu quand même. Il y a un enjeu derrière ce qui est la situation actuelle, c'est-à-dire une professionnalisation vraiment de l'activité politique et dont on peut essayer de regarder les effets. C'est-à-dire que oui, il y a une envie d'être réélu qui peut inciter les élus à manquer d'un certain courage. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux effets de notre système politique sur la manière dont on gère les questions environnementales. Ouais. Et effectivement,
on s'est rendu compte et on se rend compte que cette dimension électoraliste de la politique amène à privilégier le court terme, hein, et c'est-à-dire l'élection suivante, sur l'intérêt à long terme et les conséquences à long terme des décisions. Donc il y a un effet de court-termisme qui est associé à cette professionnalisation de l'activité politique. Mais de là à penser à vouloir le mandat unique, c'est-à-dire à interdire le cumul des mandats dans le temps et à réserver un seul mandat, je suis assez d'accord avec Marc Fesneau. C'est-à-dire que le seul pouvoir finalement réel, il y a deux pouvoirs pour les citoyens en démocratie. Il y a le pouvoir de choisir ceux qui vont leur gouverner, ceux qui vont les gouverner, quand on est dans le cadre de la démocratie représentative, et il y a le pouvoir de les sanctionner. Il y a le pouvoir de les sanctionner, c'est-à-dire de dire, effectivement, et ce pouvoir-là, par définition, vous leur retirez s'il n'y a pas de réélection. Mais de là, moi, je suis plutôt favorable à ce que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Et que, d'un certain point de vue, cette hyper-professionnalisation, elle manque, parce que, on l'a vu, alors moi, j'ai participé au comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Le fait que les 150 citoyens soient détachés de toute ambition de réélection, de toute loyauté à l'égard de... les a placés. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait généraliser ça. Je continue à croire à l'élection. Il y a un de vos... de vos internautes qui dit toute cette discussion elle reste entre partisans de la démocratie représentative. Moi je fais partie parmi les gens qui pensent que la démocratie représentative est le moins mauvais des systèmes, parmi ceux qui voudraient la transformer le plus, c'est-à-dire de la rapprocher d'une vraie démocratie représentative, c'est-à-dire dans laquelle les citoyens participeraient. C'est-à-dire que je vois pas d'opposition entre représentation et participation, d'opposition de fait. La participation au processus de représentation est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que, en fait, en contribuant au débat démocratique, on participe au processus de représentation, et pas seulement en élisant les citoyens. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument décisif. Alors, pourquoi j'en venais là ? Cette démocratie représentative, elle ne peut fonctionner, me semble-t-il, de manière efficace, parce qu'on est aujourd'hui aussi dans un enjeu d'efficacité. Au regard du changement climatique, c'est tout à fait vrai. Elle ne peut fonctionner paradoxalement que si les élus ont un minimum de savoir-faire, un minimum de compétences. Et pour ça, il faut un petit peu de temps quand même, un petit peu de temps d'information, d'appropriation du rôle, d'appropriation des enjeux, mais aussi que si les élus ne s'enferment pas dans des logiques électoralistes, c'est-à-dire se placent dans une sorte de mission, de service à la collectivité et acceptent finalement de ne pas être réélus parce que leur existence ne dépend pas de la profession politique. Juste, je partage complètement ce qu'a dit Loïc Blondiau sur la question de la participation. L'erreur qu'on a trop souvent pu faire et qui reste, c'est au fond le débat démocratique ayant été purgé. Par l'élection, on considère qu'après on a un mandat sur une durée qui est 5, 6, 4. Je pense que ça, et je pense que c'est un chemin qui a commencé à se faire un peu. C'est l'idée, ce qu'on appelle la démocratie continue, la démocratie permanente. L'idée que quand même, ça n'est pas un quitus et un mandat, un blanc-seing, quand bien même il y a eu un programme, quand bien même il y a eu un débat, et on voit bien à quel point même en ce moment, mais en général on a du mal à nouer des débats parce qu'ils sont assez caricaturés, parce que les réseaux sociaux et le reste produisent des débats qui sont des débats très caricaturaux et auxquels tout le monde se plie au fond. La vérité c'est comme ça. Donc, il y a besoin en permanence que les citoyens puissent continuer à participer, je trouvais que votre expression était très juste, de la démocratie représentative. Non pas comme un système qui soit parallèle et venant s'opposer, mais un système qui vienne mieux s'imbriquer. C'est en continu, on peut dialoguer. Et on ne dialogue pas simplement tous les 5 ans pour dire stop ou encore. Parce que sinon, ça serait, me semble-t-il, une erreur. Deuxième chose que je voulais dire sur professionnalisation. C'est pas nouveau, à la vérité. La question de la fin du cumul pose une question très particulière, cumul de mandats entre eux. Parce que du coup, vous avez des gens qui font des allers sans retour dans le national, et ça, c'est très risqué à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à la situation hantée, mais en tout cas, ça doit nous interroger. 2, je suis quand même partisan, pour les raisons qui ont été un peu évoquées. Quelqu'un qui dirait, il y a bien des gouvernements qui ont écouté leur opinion parce qu'ils avaient quand même des gens qui manifestaient, qui étaient contre telle ou telle mesure.
Si jamais ils n'ont plus peur de ça, ils passent en force et le coup d'après, vous avez des gens qui sont très fâchés. Donc il faut faire attention à l'idée que, au fond, je m'en fiche, je fais qu'un mandat, je peux faire n'importe quoi. Par exemple, je vais vous donner un sujet, vous avez suivi beaucoup plus que moi, mais les sujets de convention citoyenne. Évidemment que la question de la mobilité avec des moteurs à explosion essence et diesel sont un sujet. Mais vous n'êtes pas rééligible, vous dites moi j'interdis. Hein. Sauf que vous avez des gens derrière. Et donc ce n'est pas seulement la crainte d'être battu, c'est aussi le fait que par la démocratie, vous imposez aussi d'avoir une réflexion avec des citoyens qui ne sont pas d'accord avec vous. Si jamais vous êtes dans le règne de l'irresponsabilité, vous créez de la friction qui n'est pas tranchée par l'élection, mais qui est tranchée je ne sais pas comment en fait. Donc c'est ça, moi, me semble-t-il, une des difficultés. Alors après, 5 mandats, 6 mandats, oui. Alors ça, vous me trouverez assez volontiers. Ça nécessite aussi qu'on valorise mieux au sens, y compris de l'expérience, c'est-à-dire qu'on facilite l'entrée-sortie. C'est je rentre à 25 ans, je sors à 35, je refais autre chose. Que je vais dans l'associatif, je vais dans la fonction publique, je vais dans l'entreprise privée, et qu'on ne porte pas une image dans le dos de c'est un politicard, un politicien, parce que c'est un engagement comme un autre, comme un engagement associatif. Et donc ça, c'est un élément sur lequel il faut qu'on travaille, me semble-t-il, y compris dans la réflexion sur les schémas institutionnels, qu'on réfléchisse sur quelque chose qui soit plus entrée-sortie, pour qu'il soit élu de la démocratie représentative, puis citoyen, puis élu, puis voilà, quelque chose qui soit assez mobile. Or, on est dans un pays, on fait de la politique, on fait ça toute sa vie. On est engagé associatif, on fait ça toute sa vie. Et j'ai jamais aimé le concept de société civile, parce qu'on avait le sentiment que c'était une espèce d'engagement quasi militaire ou religieux que de rentrer en politique. Oui, enfin, c'est des citoyens quand même. Enfin, moi, je fais de la politique, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir, au-delà de la vie un peu particulière qui est celle d'un ministre, mais d'avoir une vie aussi de citoyen. Voilà, je réfléchis aussi parce que j'ai une vie sociale un peu particulière, mais un peu comme tout le monde quand même. Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Mais en tout cas, je pense que le sujet central, c'est en cours de route, il ne faut jamais penser qu'une élection a purgé, au niveau local comme au niveau national. Il ne faut jamais penser que j'ai été élu, donc j'ai tout pouvoir. Ça, c'est vrai. Non, et je vais même encore un peu plus loin, c'est-à-dire que moi je fais partie de ceux qui préconisent ce qu'on appelle dans la théorie politique la démocratie délibérative. Ce qui est en jeu, c'est aussi la légitimité de la décision. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une nécessité aujourd'hui d'associer d'une manière ou d'une autre ceux qui sont affectés par une décision à la construction de cette décision. Parce que le discours d'autorité ne fonctionne plus. Et le fait de dire j'ai été élu, donc je fais ce que je veux, ça produit plus d'effets, c'est-à-dire des effets d'autorité. Et on a un vrai problème aujourd'hui d'épuisement de la force de l'élection. Du fait, alors c'est pas encore le cas de la présidence de la République, mais compte tenu, j'y reviens toujours, du mode de scrutin qui produit de la majorité, mais c'est une majorité de second tour qui, d'un certain point de vue, ne reflète pas un soutien majoritaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui votent au second tour contre le candidat, mais qui ne sont pas de réel soutien du président de la République élu. Mais d'un certain point de vue, quand on regarde toutes les autres élections, on a des maires aujourd'hui qui sont élus par moins de 10% des électeurs inscrits. Et ça ne peut pas ne pas rejaillir sur la manière dont ils parviennent ou non à faire accepter leurs décisions. Ils n'y arrivent plus aujourd'hui. Et donc, la participation citoyenne, ce qu'on appelle la démocratie participative ou la démocratie délibérative, qui prend acte de ce que la légitimité d'une décision, elle repose justement sur le processus qui permet de la fabriquer. Et pas uniquement sur la nature de l'autorité qui la prend. Pas uniquement, hein. Évidemment ça compte. Et évidemment qu'à la fin, c'est les élus qui décident. Mais néanmoins, il y a une vraie problématique, sinon nos sociétés ne fonctionneront plus comme elles l'ont fait depuis 2 siècles. Et on a un dernier problème, pardon, j'y pense en vous écoutant, c'est qu'on est en plus dans un moment où les grands défis qu'on a devant nous, je pense aux défis climatiques, vont être beaucoup des défis qui vont être producteurs de normes et de contraintes. Bien sûr. Ouais. Or, il n'y a rien de pire dans un débat démocratique que de dire aux gens, au fond, à la fin, on fera tous pareil, parce qu'à la fin, c'est la norme et la contrainte qui va s'imposer. Il faut réduire de 40% les gaz à effet de serre pour 2030. Et donc, s'il n'y a pas la capacité pour le citoyen à trouver les voies et moyens pour atteindre un objectif, et c'est simplement, on est dans un état, une puissance publique normative, et donc techniciste à mort, les gens vont finir par se demander à quoi servent les élections.
Et donc, y compris dans la mise en œuvre et dans le choix qu'on fait, de quelle manière on met en œuvre et de quelle manière on atteint un objectif qui est un objectif quand même de vie ou de mort pour la planète. Ce sujet-là n'est pas un sujet de choix d'orientation sociétale. C'est un sujet de vie ou de mort pour la planète, à force, sur un certain nombre. Et quand en plus vous avez des sujets comme les sujets qu'on a aujourd'hui, qui sont les sujets ukrainiens ou géopolitiques, en fait, vous avez un vrai risque de dire aux citoyens, vous pouvez voter, mais au fond, tout ça va vous échapper parce que c'est de la géopolitique. Donc c'est pas vous. Et c'est de la norme et de la contrainte, donc vous allez la subir et vous n'allez pas en être acteur. Ça, c'est clair. Et donc, on a d'autant plus besoin, pour moi, de démocratie délibérative. Parce que quand vous dites zéro artificialisation nette, quand vous dites qu'il faut changer les mobilités, quand vous dites qu'il faut changer l'alimentation, parce que je pense que le changement climatique, il change la structure même de la société, à terme. Si vous le faites simplement en disant c'est comme ça parce qu'il faut réduire, et donc madame, il faut réduire votre consommation d'essence et de gasoil, on sait ce que ça produit. Ça produit les gilets jaunes. Hein. C'est la taxe carbone, c'est évidemment. Mais ce que pointe Monsieur le ministre, c'est évidemment ça, c'est-à-dire le sentiment que les citoyens peuvent avoir de ce que l'élection finalement n'a plus d'intérêt. Alors si on ajoute à ça aussi, alors même si la situation a un peu changé avec la gestion économique de la pandémie, le sentiment aussi que sur le plan des politiques économiques et sociales, tout est verrouillé, qui est quand même un sentiment qui est dominant depuis quelques alternances, hein, le sentiment qu'effectivement aujourd'hui ceux qui décident ce sont les marchés, ce sont les grandes entreprises, ce sont les intérêts économiques. Vous avez raison, cette capacité qu'on peut avoir à se projeter dans un système politique sur lequel on peut agir et qui peut changer les choses, cette capacité elle disparaît. Et donc, il y a deux attitudes par rapport à ça chez les citoyens, deux attitudes que l'on observe, soit le ressentiment très profond, la colère, la défiance, le sentiment de ne plus être représenté, c'est les gilets jaunes, soit l'indifférence complète. C'est-à-dire, de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront. De toute façon, ils feront ce qu'ils voudront, et de toute façon, à la fin, ce seront toujours les mêmes qui l'emporteront. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire qu'on dissout finalement la croyance dans la possibilité d'un changement par le politique et d'une capacité de pouvoir influencer les politiques. Est-ce que pour vous, le RIC, c'est justement cette volonté un peu de dire à un moment donné, Absolument. On projette tout sur l'idée pour redonner des pouvoirs aux citoyens pour des décisions radicales, mais en projetant sur le RIC, qui est un objet qui par ailleurs existe aussi sur certaines parties, en le faisant émerger comme la solution, et en étant vraiment la capacité de complètement changer le paradigme en disant, par un message un peu, on va donner le pouvoir au peuple, et là... Absolument. Le RIC, alors ça simplement, mais je vous laisserai répondre après, mais le RIC, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça a été... Alors, d'abord, ça a quand même été la confirmation de ce que, contrairement à ce qu'on pensait, le peuple, en tout cas le peuple qui s'est exprimé à travers les Gilets jaunes, ne se désintéressait pas complètement des institutions. On dit souvent, finalement, les gens s'en foutent, etc. Ouais. Non, il y a quand même une amorce de préoccupation et de demande de nouvelles formes de participation politique. Et le RIC, ça peut être perçu, à tort, de mon point de vue, comme une solution magique qui, d'un certain point de vue, court-circuite complètement les structures intermédiaires. Or, je pense qu'on ne peut pas. De toute façon, on ne pourrait pas se gouverner par un RIC permanent, de toute façon. D'un point de vue réaliste, ce ne serait pas possible. Et puis, je ne crois pas qu'on puisse s'en passer complètement. Ces structures intermédiaires sont des structures de représentation qui contribuent à canaliser finalement l'opinion, à l'organiser d'un certain point de vue. C'est l'article de la Constitution sur les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Mais ça veut dire, au-delà de ça, ça veut dire que d'un certain point de vue, ça permet une articulation et des négociations et un aménagement. Le RIC, à mon avis, j'y suis complètement favorable. J'y suis complètement favorable à l'introduire. Mais d'un certain point de vue, je ne peux pas imaginer qu'on puisse substituer le RIC et envisager une démocratie directe, sans médiation, à l'échelle nationale. C'est pas du tout envisageable. Sauf si on connecte ça avec un leader
une sorte, ça peut être aussi, parce qu'il y a des défenseurs du RIC à l'extrême droite, beaucoup, avec un leader qui s'en servirait de manière instrumentale pour avaliser et pour recueillir du soutien. Donc le RIC, pour moi, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement précieux, et je pense très sincèrement que les Suisses connaissent aujourd'hui, même si on a beaucoup de condescendance à leur égard, si on considère, etc., sont beaucoup plus en démocratie que nous. Parce que régulièrement, des collectifs de citoyens, des partis politiques, des associations peuvent faire émerger des questions sur l'agenda, et tout un chacun peut se prendre position. Pour moi, c'est un exemple démocratique qu'on pourrait suivre. Néanmoins, le RIC n'est pas l'alpha et l'oméga, ni la formule magique. Et les Suisses ont a priori pas forcément des taux de participation mirobolants par rapport à nous. Par contre, un taux de satisfaction envers leurs élus et le fonctionnement de la démocratie. Absolument, qui est bien supérieur. Monsieur le ministre, notamment, je pense qu'on ne va pas tarder à vous libérer. C'est vous qui me... On a notamment une question sur votre rôle, enfin en tout cas le rôle de votre ministère. Et vous aviez aussi une question de Kernaker qui voulait savoir là où les propositions concrètes que je vous remercie souhaiteriez... de me dire que je n'étais pas complètement dans le déni, ce qui n'est pas la moindre des difficultés dans le monde politique, mais... ministère de la participation citoyenne, c'est la première fois que ce périmètre a été adjoint. Ouais. J'étais de ceux qui pensaient, sans penser que je serais d'ailleurs à ce poste-là, mais pour être très honnête, mais qu'il n'était pas dû en première intention de montrer que c'était lié au Parlement pour ne pas créer une situation de conflictualité, en tout cas en première intention. Parce qu'il y avait un vrai risque de dire on fait le ministère des Relations avec le Parlement, on fait un ministère de la participation citoyenne, et joyeusement, ce monde-là... J'ai trouvé qu'en tout cas, je dis bien en première intention, ça n'était pas idiot. Après, peut-être que d'autres idées naîtront, mais en première intention, parce que ça montrait que c'était complémentaire. C'est plutôt la démocratie augmentée grâce à la participation citoyenne, et pas la démocratie en compétition. Premier élément. Deuxième élément, le périmètre dont je m'occupe, il vise à plusieurs choses. Alors, je le dis sous l'œil de Loïc Blondiau, qui fait ça depuis des années, donc vraiment, j'ai aucune prétention. On a essayé, avec mes équipes, surfant entre guillemets sur la Convention citoyenne sur le climat, d'essayer de faire émerger. C'est ce qu'on aura réussi, même si elle est. Je vois bien les critiques qui ont été faites sur ces conventions, mais on n'aurait pas eu ce débat il y a 5 ans. Hein. Pour ceux qui étaient, comme Loïc Blondiau, des tenants depuis très longtemps de la participation citoyenne, ce débat, il est né de la crise des Gilets jaunes, du grand débat national et de la Convention citoyenne sur le climat. Donc on a, dans les esprits, y compris les nôtres, progressé sur l'idée que la participation citoyenne, c'était un moyen de faire vivre et d'améliorer la démocratie. Et donc ce ministère, il cherche à ça, à faire en sorte qu'au niveau des administrations nationales et au niveau des administrations de l'État dans les territoires, c'est à vrai dire la participation citoyenne, elle est née dans les collectivités locales il y a fort longtemps. C'est plutôt au niveau de l'État qu'il y avait un sujet un peu vertical, pyramidal. Ça part de Paris et ça redescend. Parce que c'est la construction française est une construction comme ça. Et c'est contre-intuitif avec la construction française, la participation citoyenne, qui est une version très pyramidale. Et donc ce ministère, il a cherché, dans les 2 ans où j'ai été sur ce périmètre, à peine 2 ans, 18 mois, à faire émerger la question, à faire un processus, comme on dit, d'acculturation, de faire en sorte que dans chacune des administrations nationales, on se pose la question de est-ce qu'on ne fait pas un processus de participation citoyenne. Et 3, y compris au Parlement, et la Convention citoyenne de ce point de vue-là a été, me semble-t-il, utile, à montrer que ça n'est pas en opposition et que c'est utile. Moi, je pense que je sais tous les défauts qu'on a trouvés à la Convention citoyenne. Simplement, je pense qu'il y a des tas de sujets qui n'auraient jamais été mis au débat du Parlement si jamais les 150 citoyens ne l'avaient pas levé dans cette Convention citoyenne. Évidemment, les citoyens ont trouvé qu'on n'allait pas assez loin. Mais l'artificialisation des sols, le fait de supprimer les vols à moins de 2 heures de Paris, la question du lien entre publicité, consommation, réchauffement climatique, ça a interrogé des questions qui, naturellement, n'auraient pas été interrogées. Mais est-ce que le Parlement s'en est pour autant porté plus mal? Non, je ne crois pas. Et donc, je pense que ça a participé de ça. Et donc, moi, j'ai fait, dans cette phase qui était un peu compliquée, on en avait parlé d'ailleurs à l'époque avec Loïc Blondiau, c'est d'assurer un atterrissage, comme sur un aéroport où il y a beaucoup de vent, pour faire en sorte que ça atterrisse au Parlement, que la parole des citoyens soit entendue et qu'en même temps, ça ne dévalorise pas pour autant le rôle des parlementaires. Donc c'est ça, le travail du relation avec le Parlement et participation citoyenne, et notamment participation citoyenne, c'est plutôt de capitaliser et de faire en sorte que cette culture se diffuse. Je dis par ailleurs, et presque en guise de conclusion, je ne veux pas caricaturer ce que disait Loïc Blondiau, mais à chaque fois qu'on fait de la participation citoyenne, il faut se poser de la question de savoir comment on pose les questions, comment on fait le travail. C'est une affaire de professionnels, ce n'est pas une affaire d'amateurs.
participation. Parce qu'il ne faut jamais faire un truc, c'est décevoir les citoyens qu'on interroge. Quand on les interroge, il faut un process. Quand je dis décevoir, ce n'est pas donner droit à toutes les demandes. Mais décevoir, c'est donner le sentiment que, en gros, cause toujours, tu m'intéresses. Parce que c'est ça dont on souffre. Et on en souffre dans la démocratie représentative, mais dans la démocratie participative, où on engage le citoyen, et la Convention sur le climat, ils se sont engagés pendant des mois, où on engage les gens, et au final, on leur dirait « ça ne sert à rien », ça serait un problème. Donc, il faut à chaque fois se poser la question de « est-ce que je fais un process de participation citoyenne ?» et comment je fais ce qu'on appelle la reddition des comptes. Comment je rends compte, comment je dis « là, j'ai réussi à faire », là, je n'ai pas réussi à faire. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'après tout, c'est la décision du politique, de ce point de vue-là. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut travailler. Parce qu'on est dans une période où tout le monde voudrait faire de la participation citoyenne. Simplement, il ne faut pas galvauder la participation citoyenne. Parce que si on en fait trop, parce qu'il faut en faire, je n'ai pas dit trop. On n'est pas encore dans le trop. Mais on en fait parce que c'est chic. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est bien de dire... Mais que derrière, on n'a pas pensé le process, et que on n'a pas pensé le... Qu'est-ce qu'on dit aux citoyens? Qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'ils ont dit? Et comment devant eux, on assume des choix. À ce moment-là, on nuit encore plus, parce que des citoyens que vous avez fait venir à un process et à qui vous dites on s'en fiche complètement, alors ça, vous êtes sûr qu'ils vont être en colère assez durablement. Un, ils ne participeront plus à ces process-là. Et deux, il y a un temps long qui va se produire entre le moment où ils ont eu vécu ça et le moment où ils vont aller voter. Donc on a besoin, il faut crédibiliser au fond la participation. Et donc c'est ça qu'on a essayé de faire, modestement, hein, franchement. Mais en tout cas, je répète, il y a 5 ans, on n'aurait pas eu ce débat-là. Et donc, je pense que c'est ça qu'on aura réussi à faire au moins, c'est à faire émerger ce sujet, cet intérêt. Et je vois que quand même, dans beaucoup de, puisqu'on est au moment des présidentielles, dans beaucoup de projets, il y a des gens qui réfléchissent autour de cette question. Et dernier point sur le RIC. Comment dire, le RIC en permanence, c'est compliqué, parce que je pense qu'on ne peut pas gouverner que par les RIC. C'est un moment et la décision ne peut pas être en permanence de je me retourne vers les citoyens. Je suis plutôt favorable au RIP, parce que je pense que le RIP, sauf que pour l'instant il est très contingenté, reconnaissons qu'il ne peut pas s'activer, mais il ne faut pas que le RIC soit en permanence, donc il faut réguler, il faut dire à quel moment on a, sur quel sujet on peut faire des RIC et pas sur d'autres. Je pense que c'est quelque chose. Vous pourriez faire un RIC aujourd'hui sur la question de la peine de mort. Hein. Donc il faut quand même donner des règles. Si on fait un RIC, c'est de dire on ne le fait pas sur les sujets qui nous engagent au niveau des traités européens, parce que sinon vous pouvez donner... Oui, parce qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme, donc je suis pas sûr. Non, mais il faut dire qu'il faut... Là, il ne faut pas tromper les citoyens. Mais il ne faut pas leur dire on peut faire du RIC sur tout. Et on ne peut pas faire du RIC en permanence. Et en même temps, donc je suis entre RIC et RIP, parce que le référendum d'initiative partagée, où c'est Assemblée, Parlement et citoyens qui décident, il est un peu autobloquant, reconnaissons-le. Et le RIC est peut-être trop direct parfois. Donc il ne faut pas que ça soit... En tout cas, il faut qu'on ait des mécanismes, y compris dans un RIC, qui ne soit pas un mécanisme d'opposition au Parlement. Pas quelque chose qui vienne bypasser la démocratie représentative, mais plutôt qui vienne la forcer à se saisir des questions et à trancher. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long sur le sujet. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette première émission, d'avoir apporté vos réponses. On reprend dans vraiment 2 petites minutes avec Nelly Garnier qui nous a rejoint. On est toujours avec Loïc Blondiot et on reprend le chat et vos questions dans 1 minute top chrono. A tout de suite. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les parents
et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne pas du doigt avec non, cet index non. pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes conseillère régionale. Vous êtes conseillère de Paris, vous êtes élue Les Républicains et vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle La démocratie du like, qu'on a lu attentivement. On est toujours avec Loïc Blondiau qui nous fait toujours l'amitié d'être présent avec nous. Pour vous résumer un peu les débats, on a du coup fait une consultation préalable sur Purpose qui a donné 90% des participants qui estiment que la démocratie est réellement en danger. Donc on a parcouru un certain nombre de solutions. Je vais reprendre assez vite une de vos citations, notamment quelque chose qui était mis dans le chat et sur Purpose, une petite note d'optimisme quand même après ces constats sur la démocratie qui disait, forcément ça nous parle à nous sur Purpose, les nouvelles technologies de la communication renforcent aussi la démocratie. Est-ce que vous partagez cet optimisme? J'ai retenu une citation dans votre livre et je voudrais bien que vous nous en disiez un peu plus. Et je ne sais pas si Loïc, tu la connais, qui était d'attirer l'attention sur le possible schisme du vote et du like, ou en tout cas le fait qu'aujourd'hui on avait deux démocraties ou deux espaces qui se séparaient et qui parfois s'ignoraient mutuellement. Le monde du débat en ligne, des réseaux sociaux très politisé qui débat, et puis le monde des élus qui voient d'un œil pas forcément parfois malveillant, un peu méconnaissant ce monde-là et qui considère aussi que finalement lui peut assez facilement et peut-être trop facilement s'accommoder de la non-participation. Effectivement, moi ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le monde politique parce que comme je suis dans le monde des vieux partis, on connaît la file d'attente avant de pouvoir être coopté avoir une investiture qui permet d'entrer dans le monde des élus. Et ce qui m'a marqué, c'est que bien évidemment, j'ai vu sur ces 15 ans la vie politique changer. J'ai vu l'abstention vraiment s'accroître. Et s'accroître, je suis élue parisienne. Avant, on disait que on savait que les classes populaires et les jeunes ne votaient pas, mais on savait que les classes les plus âgées et les classes urbaines votaient. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait des élections à très forte abstention, même dans les grandes villes. Et ça a été le cas pour les élections municipales qui ont été l'occasion de l'élection à mon premier mandat, puis de l'élection des régionales. Et donc, je me dis de manière un peu provocante au début de mon livre, finalement, est-ce que je ne débute pas ma vie politique dans un monde déjà mort? Parce que quand vous êtes élu comme moi sur un mandat avec 8000 voix sur 100 000 inscrits, et qui n'est pas lié au fait que j'ai fait un mauvais score, mais qui est lié au fait qu'aujourd'hui, les élus sont élus sur ce type de proportion, et que par ailleurs, je suis élue conseillère régionale dans une élection où les jeunes s'abstiennent à 87% au premier tour, ça pose des questions. C'est pour ça que j'ai dédié ce livre à mes fils en me disant aujourd'hui, ils ont 5 et 8 ans, quand ils seront en âge de voter, est-ce que le vote aura encore un sens? Et puis par ailleurs, j'ai vu apparaître quelque chose de nouveau qui était une vie politique qui était quand même très vivace sur les réseaux sociaux, avec des mouvements, avec des communautés. Moi, je suis très engagée sur les mouvements de féminisme et de MeToo, et donc j'ai vécu depuis 5 ans quand même une révélation de libération de la parole comme on n'a jamais vécu. Et j'étais très perturbée de me dire, à la fois je vis ma vie politique dans quelque chose qui n'a plus l'air d'intéresser grand monde, et d'un autre côté, c'est pas que les Français sont totalement dépolitisés, c'est qu'ils ne vivent plus leur vie politique à travers la démocratie représentative telle que nous l'avons toujours connue. Et c'est pour ça que j'ai voulu plonger dans l'univers des réseaux sociaux, aller voir des influenceurs, politisés ou non d'ailleurs, de tous ces grands réseaux, pour essayer de comprendre quel était leur moteur, pourquoi ils avaient déserté la démocratie représentative telle qu'elle existait auparavant, et puis qu'est-ce qui les poussait à s'engager sur ces plateformes dans des débats sur des formes différentes. Loïc, par rapport à ça, comment tu analyses un peu ce sujet, et notamment si on s'adresse un peu aussi au côté citoyen, parce qu'on est toujours assez critique sur les institutions, enfin en tout cas on s'interroge beaucoup, et puis par contre, côté citoyen, comment on analyse ce désengagement? Et est-ce qu'une citoyenneté, une démocratie peut fonctionner avec des citoyens désengagés, indifférents,
Parfois on les dit surpolitisés, parfois on dit les Français ont cette soif de débat, mais ils sont où ces citoyens qui ont cette soif de débat? Alors bon, on parle plus du numérique, peut-être qu'on y reviendra, mais bon, parce que c'est une question, cette question des réseaux sociaux, de leur influence. Mais sur les citoyens, oui. Bon, il y a un ouvrage de Chloé Morin qui vient de sortir, Les citoyens ont les élus qu'ils méritent, qui essaye de poser cette question. La question de la place du citoyen en démocratie, bon, est évident qu'elle est absolument centrale. Et moi, je fais partie de ceux qui ont une définition de la démocratie qui inclut la dimension sociologique de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, c'est des institutions, c'est des règles, c'est du droit, mais c'est aussi des activités citoyennes. Il n'y a pas de démocratie sans citoyens qui agissent, débattent, contribuent, échangent, participent. Et si on revient aux origines, à un des textes les plus anciens qui défendait l'idée démocratique, Solon, qui disait en Périclès, qui disait dans son éloge aux Athéniens, qui a été rapporté par Thucydide, je considère tout citoyen qui se désintéresse des affaires publiques comme un parasite ou comme un citoyen nuisible. C'est-à-dire qu'il n'y allait pas par le dos de la cuillère. Et c'est le même qui disait il faut choisir ou dormir ou être libre. Et donc, ou se reposer ou être libre. Donc, il faut cette dimension participative, il faut cette dimension active de la citoyenneté. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste ? On assiste à une indifférence de plus en plus grande et une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des institutions. Et des institutions telles qu'elles se présentent, telles qu'elles fonctionnent, et des élections. C'est-à-dire que, on craint l'abstention depuis très longtemps, on s'inquiète, mais là, elle atteint des niveaux, dont vous parliez justement, qui font que la légitimité des élus, elle devient très problématique, elle devient très résiduelle quand on a été élu avec un taux d'abstention de plus des 2/3, et encore quand on sait que quand on a été élu, tout le monde n'a pas voté pour vous. Quel est votre socle? Qu'est-ce qui vous autorise finalement, au fond, à prendre des décisions. Mais en même temps, il y a une disponibilité pour des formes de participation extra-institutionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une défiance, mais en même temps, on voit que les citoyens sont capables de se mobiliser, Alors, quand je dis les citoyens, pas tous les citoyens, n'oublions jamais qu'il y a des différences entre les classes d'âge. C'est un point très important, et au sein des classes d'âge. Chez les jeunes, il y a une partie des jeunes qui ont totalement décroché, et une partie des jeunes qui militent pour le climat, qui agissent, qui essayent d'être dans une forme d'action politique, avec une envie aussi de résultats relativement immédiats. Et puis on a des groupes sociaux, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément toujours, mais les ouvriers, les employés, les chômeurs participent infiniment moins que les citoyens les plus intégrés socialement, et ça n'est pas sans déséquilibrer complètement nos démocraties. Parce que on en vient à se poser la question de savoir pour qui gouverne, c'est-à-dire au profit de qui gouvernent les gouvernants. Donc voilà, cette question de la participation citoyenne, il y a à la fois des très mauvaises nouvelles sur la participation, et n'oublions jamais qu'on est dans une société qui valorise pas la participation politique, qui ne l'organise pas, cette participation politique. En fait, on est dans des sociétés qui sont dans un mode de fonctionnement économique, qui valorise les activités de travail, qui valorise les activités de consommation, mais la participation aux affaires publiques, les espaces, le temps qui est donné, les espaces qui sont aménagés pour le permettre sont relativement peu nombreux. Pour un citoyen, il est incité très fortement par des tas de mécanismes, par la publicité, par le fait que dans les entreprises, il est dans un besoin de performance, il est incité à faire autre chose qu'à exercer son métier de citoyen. Donc, à la limite, il faudrait repenser complètement notre mode de fonctionnement. Je reviens aux Grecs, toujours pareil. Les Grecs, ils avaient des esclaves, c'était bien plus simple. Donc, on peut expliquer aussi ça. Bon, les esclaves faisaient le boulot que nous faisons aujourd'hui pour laisser les citoyens faire de la politique. Et puis, les Grecs avaient un mécanisme que moi je trouve infiniment précieux. Pour ceux qui risquaient de perdre de l'argent en participant aux travaux de l'Assemblée, on les rémunérait.
On les rémunérait, ça s'appelait la mistophorie, on leur donnait un peu d'argent au moment d'entrer, puis on leur donnait encore un peu d'argent au moment de sortir. Alors, je ne dis pas que je veux instaurer ça, quoique, hein, la Convention citoyenne, il y a une dimension aussi d'indemnisation qui me paraît importante. Donc, pas de démocratie sans citoyens. Or, on a une démocratie qui repose malheureusement depuis longtemps d'abord sur les élus, hein, sur des professionnels. On leur a délégué cette charge-là. Comme si elle était, pas comme si elle était sale, mais en tout cas, comme si elle devait être complètement spécialisée. Alors, je crois beaucoup à la responsabilisation des citoyens. À l'échelle locale, c'est bien plus simple qu'à l'échelle nationale. On a vu des listes citoyennes faire des choses vraiment des scores assez importants à l'échelle locale et des choses très intéressantes aujourd'hui. À l'échelle nationale, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est pour te dire que voilà, je suis ni dans la dépression totale parce qu'il y a des événements très intéressants, mais je constate aussi que c'est plutôt l'apathie politique qui domine aujourd'hui. Vous avez parlé des partis, et notamment dans votre ouvrage, vous disiez à un moment cette phrase-là, je crois que vous nous expliquiez que vous aviez réalisé une enquête après les élections sur le rôle des militants, et à un moment ce cri du cœur un peu de certains militants en disant mais on n'est pas là que pour coller les affiches. Mais moi, je vais revenir à la question, mais je vous écoutais là quand vous finissiez le débat, et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on a posé la question du RIC, la réserve a tout de suite été « attention, il pourrait y avoir un RIC sur la peine de mort ». Et quand vous posez la question des référendums, les gens vous disent « quand même, souvenez-vous le référendum sur la paix avec les FARC ». Et où les gens avaient voté contre la paix, en disant toujours, et je dis, on a beaucoup parlé de la défiance du peuple envers les élites, mais je crois que ce qui nous a amené un peu dans cette situation aussi d'une démocratie bloquée, c'est qu'il y a une défiance des élites envers le peuple. Et que comme on a cette défiance des élites envers le peuple, on se dit de plus en plus, tous les sujets un peu compliqués, ils vont pas nous faire le coup du référendum de 2005 plusieurs fois, et donc tous les sujets un peu compliqués, on les a sortis finalement du champ démocratique. Et moi, j'ai souvent eu, d'ailleurs, j'ai en charge, par exemple, au niveau de la région, la démocratie participative, et souvent je dis, on dit quand même, il n'y a que 20 personnes qui ont voté, mais les projets, c'est dans le square, vous préférez un abri à hérissons ou un hôtel à insectes. Donc à un moment, moi, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est que l'élan qu'a été les réseaux sociaux, ça a été de se dire, cette parole qui avant était détenue uniquement par le monde politico-médiatique et les intellectuels, on peut se mettre à donner notre avis. Et puis, finalement, ils ont eu le sentiment, on voit bien que toute la dynamique des réseaux sociaux, ça nous a ramené à la dynamique de la démocratie, c'est-à-dire est-ce qu'on a un gouvernement d'experts qui sait ce qu'il faut faire et puis qui est dans une fabrique du consentement, c'est-à-dire il entraîne, il fait de la pédagogie, puis il entraîne le citoyen avec lui, ou est-ce qu'on considère qu'il y a une égale dignité de toutes les paroles, que bon, il y a bien évidemment le grand allié de la démocratie, c'est l'éducation, il faut avoir la foi dans... Mais qu'on a la foi dans ces citoyens, dans ce qu'ils peuvent penser, dans leur avis, et on leur soumet tous les sujets. Et je pense que ce qui a... regardez ce qu'était le taux de la participation au référendum de 2005, c'était 70% de participation. Je pense qu'aujourd'hui, on poserait des sujets extrêmement forts dans la société, on les poserait sous forme de référendum, j'ai pas de doute qu'il y aurait de la participation. Donc je pense que souvent on culpabilise les gens, et moi je n'ai jamais aimé les discours de culpabilisation quand on dit écoutez, vos grands-mères n'avaient pas le vote, allez voter, enfin c'est un droit précieux, tout le monde a... Non, je pense que les citoyens, ils ont aussi un peu réagi à une manière où finalement on ne les met que, voilà, on leur a retiré du pouvoir parce qu'on n'a pas confiance en eux, et que quand on veut leur redonner le pouvoir, regardez ce qu'est le réflexe légitime. Non mais attendez, qu'est-ce qu'ils penseraient sur la peine de mort? Qu'est-ce qu'ils penseraient? Et donc ça, je pense que c'est un point fondamental. Et effectivement, ce que je montre, c'est que le vrai sujet des réseaux sociaux, et que tel que je l'ai vu, comment appréhendent les partis, en fait, ils l'ont vu comme un outil. Ça n'a pas changé leur manière de voir la politique. Ils se sont dit, en fait, c'est un outil que pour faire de la politique comme avant, sauf que je vais mettre maintenant des militants virtuels au service de mon ambition, ma conquête du pouvoir, ou dénigrer mes adversaires. Et puis, on voit bien que là où il y a des dynamiques de réseaux sociaux, c'est des dynamiques où les gens ont l'impression qu'on leur redonnait du pouvoir. Et de redonner du pouvoir aux gens quand vous êtes en position de faiblesse, c'est-à-dire quand vous allez vous confronter à ceux qui ont le pouvoir de manière existante. Et par exemple, c'est pour ça que c'est ce qu'a fait malgré tout Emmanuel Macron au moment de la Grande Marche. Bon, il était tout seul, il fallait qu'il contourne les partis, il s'est appuyé sur les gens. C'est ce qu'a fait
Bernie Sanders quand il se retrouve face à la candidate de l'establishment qui est Hillary Clinton. C'est ce qu'ont fait le mouvement 5 étoiles. C'est-à-dire que les mouvements qui ont osé redonner du pouvoir aux militants ou aux sympathisants, c'était des mouvements où il fallait affronter l'establishment. Et puis dès que vous vous retrouvez dans la situation où vous détenez le pouvoir, là, il y a un réflexe naturel qui est de tout verrouiller, parce que le pouvoir, dans le fond, n'a pas envie de le partager. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur cette tension où tous les partis qui finalement n'ont pas voulu comprendre que les gens ne voulaient plus seulement être disciplinés et être ce qu'on appelle des colleurs d'affiches. Et moi, quand j'avais fait cette étude après la défaite de 2017 pour dire aux militants comment vous analysez la défaite, ils avaient tous dit, en fait, on nous a pas écoutés, on nous écoute pas dans les partis, on nous voit que comme des colleurs d'affiches. Et donc, voilà, on voit bien que dans le travail de recomposition, il y a aussi des corps intermédiaires traditionnels qui ont été dépassés parce qu'ils n'ont pas entendu cette aspiration citoyenne. Moi, je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites. Alors, il faut pas, d'un certain point de vue, les réseaux sociaux, très clairement, il faut ni les diaboliser, ni considérer que ce sont des espaces qui sont purement citoyens. C'est-à-dire que dans un certain nombre de réseaux sociaux, comme Twitter, par exemple, on a des organisations qui s'en servent et qui, effectivement, peuvent laisser penser qu'il y a une expression citoyenne massive, alors que cette expression, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'astroturfing, c'est-à-dire c'est de la pelouse. L'astroturfing, c'est de la fausse pelouse, c'est de la fausse c'est de la fausse opinion publique d'un certain point de vue. Donc, et puis il faut pas non plus penser que les réseaux sociaux ont un impact indépendamment de la manière. Par exemple, moi un des sujets de préoccupation pour moi actuellement, toujours par rapport aux réseaux sociaux, c'est le fait que maintenant ce sont les chaînes traditionnelles, les médias traditionnels qui s'alignent sur les réseaux sociaux avec les chaînes d'information continue qui servent à la fois de porte-voix, de relais des réseaux sociaux, mais qui, d'un certain point de vue, ce qui peut amener effectivement à des formes d'emballement, de bulles médiatiques, et ce qui amène assez souvent, malheureusement, à un appauvrissement du débat, puisqu'il y a des positions très caricaturales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une délibération approfondie, respectueuse des points de vue des uns et des autres dans les réseaux sociaux. Mais là où j'étais d'accord avec vous aussi sur ce que peuvent les citoyens, ce dont ils sont capables. Maintenant, on le sait, on a quand même, on peut prendre deux exemples. Vous avez utilisé très bien l'exemple du traité constitutionnel européen. Je mets au défi quiconque de dire qu'il n'y a pas eu de délibération citoyenne, qu'il n'y a pas eu de processus d'information, d'échange, d'appropriation de la question par les citoyens en 2005. Malheureusement, on sait ce qu'a été le destin du résultat, et effectivement, une bonne partie des citoyens se sont sentis trahis à la fin, c'est-à-dire de dire on nous a déjugés d'un certain point de vue. Et la Convention citoyenne pour le climat a montré, moi j'étais acteur de cette histoire, mais a montré qu'une question aussi compliquée que celle de la réduction des gaz à effet de serre, qui normalement devrait être réservée aux experts, à condition que les experts soient quand même dans le paysage. C'est-à-dire qu'ils ont joué un rôle d'accompagnement qui n'était pas un rôle de lavage de cerveau. Ils n'ont pas lavé le cerveau des citoyens, mais les citoyens, d'un certain point de vue, ont cheminé avec les experts en leur posant des questions. Ils ont été capables. Donc je ne crois pas que la participation citoyenne ne soit réservée qu'à des questions, par exemple, on dit souvent des questions morales ou des questions très locales. Je pense que les citoyens peuvent débattre d'à peu près tout et qu'il faut les laisser débattre d'à peu près tout. La question de la peine de mort étant une question compliquée, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut détricoter le bloc de constitutionnalité? Alors pour le coup, la peine de mort n'en fait pas partie, mais tout ce qui relève de nos droits les plus fondamentaux. J'ai pris l'exemple comme un réflexe de défiance immédiat. Bien sûr, une défiance des élites à l'égard des citoyens, c'est une évidence absolue. Ils penseraient sûrement mal. Il y a quand même, c'est clair. Et que ça revienne toujours, c'est pas l'idée de dire il faudrait faire un référendum là-dessus, mais je trouve le réflexe révélateur. Absolument. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a et ça, je suis pas le premier à le dire, mais par exemple Jacques Rancière le dit, c'est-à-dire que la défiance à l'égard du peuple, elle est constitutive quelque part
de notre système politique, c'est-à-dire de notre régime représentatif. C'est-à-dire qu'il a été inventé, on le sait, et il faut toujours le redire à chaque fois, il a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par des gens qui détestaient la démocratie, qui avaient peur de la démocratie, qui pensaient que c'était un régime qui ne produisait que du désordre et de l'incompétence, et donc du coup ils ont dit on va confier le pouvoir aux représentants et on va quand même limiter au strict minimum la place du peuple dans nos institutions. Donc c'est une forme de démocratie. Il y a quelqu'un qui disait bon effectivement nous ne sommes pas en démocratie, etc. Aujourd'hui il faut concevoir la démocratie comme un espace dans lequel il y a des formes un peu différentes. C'est une forme de démocratie. Bon, la vraie démocratie, la démocratie authentique, c'est la démocratie directe. Mais comment l'organiser à l'échelle de 70 millions d'habitants, c'est quand même un peu compliqué. À l'échelle locale, ce serait infiniment plus concevable, me semble-t-il. Mais cette démocratie représentative, elle a dans son logiciel, dans son fondement même, une sorte de crainte aussi à l'égard du peuple. Parce que si les élus font aussi peu participer les citoyens au final, il y a beaucoup de mécanismes, de dispositifs, d'offres, etc. Mais en fait, on les fait pas participer sur ce qui compte. Ce que vous disiez très justement sur les hôtels à insectes, etc. Moi, j'utilise la couleur du papier peint. C'est ça. Du centre social. C'est là-dessus qu'on les fait participer. C'est parce qu'on a peur. Effectivement, on a peur de ce que peut produire la participation. Alors, je te vois regarder les questions. Ouais, le chat rappelle moi, j'ai décidé de plus la regarder parce que c'est trop loin et c'est compliqué. Le chat rappelle notamment, visiblement, que la peine de mort en Suisse a été abrogée via un référendum. Donc, un contre-exemple. Mais oui, mais d'ailleurs, le sujet n'est pas là-dessus. Le sujet, enfin, moi, je trouve vraiment, et effectivement, les réseaux sociaux, ce que je dis, il y a eu une vague. Les gens ont dit mon livre est optimiste. Mon livre, il n'est pas optimiste en soi. C'est-à-dire que je prends le monde tel qu'il est, mais j'ai voulu contrer. C'est-à-dire, il y a eu la vague quand il y a eu les printemps arabes, quand il y a eu l'élection d'Obama, on disait non mais les réseaux sociaux c'est extraordinaire, ça nous fait aller vers là où on a envie d'aller. Facebook. Et puis après il y a eu Trump, il y a eu le Brexit et on a dit oh là là, en fait coupez-leur le micro parce que finalement les gens pensent mal, les gens votent mal et donc c'était mieux avant. Et moi finalement je dis les phénomènes de tentatives d'ingérence étrangère, les phénomènes de manipulation, les phénomènes de rumeurs, les phénomènes de boucs émissaires, tout ça, c'est des phénomènes anthropologiques qui ont toujours existé. Je reprends l'exemple de la campagne de Chaban-Delmas en 1974, où il y avait des coups de fil anonymes, des lettres anonymes, pour dire qu'il avait tué sa première épouse, et que c'était tagué dans toutes les villes de France. Donc ces phénomènes qui soient démultipliés et qu'il faille les réguler, comme on les a régulés dans le monde réel, dans le monde virtuel, ce n'est pas un sujet. Après, moi, ce qui m'a intéressé quand je me suis plongée dans les réseaux sociaux, c'est vraiment cette dynamique de lutte, ce sentiment que on va aller défier les pouvoirs établis. Et je prends les exemples dans plein de domaines, je prends avec l'affaire GameStop dans le monde de la finance, je prends dans le monde de l'audiovisuel et des médias, où finalement il y a eu tous ces youtubeurs qui sont venus s'imposer eux-mêmes comme étant des stars, je le prends dans le monde politique, et je montre que finalement, ce que ça a mis en avant, c'est ce désir finalement, enfin cette mise en cause d'une forme de confiscation du pouvoir, et que le pouvoir a une logique de disqualification de ces paroles qui s'exprimaient. Et effectivement, je reprends 3 types de disqualification récentes: la disqualification par l'accusation de populisme, la disqualification par accusation de complotisme et la disqualification par l'accusation de société victimaire. Mais alors, vous êtes en responsabilité, vous avez une écoute, une capacité de faire un peu différemment, d'enclencher des choses différentes pour je vous entends, c'est un peu marrant, je vous entends dire « il », un peu comme si ce monde-là n'était pas le je dis « il », c'est pas tout le monde, déjà dans le monde politique, là c'est sûr que c'est... C'est générationnel Moi, vous savez, j'ai fait le choix de l'engagement politique parce que je pense qu'on a besoin, je dis d'ailleurs le schisme, comme vous le dites, du like et du vote ne déboucherait sur rien de bon, parce que à un moment, on a besoin de l'action publique. On ne peut pas faire que des raids expiatoires sur les réseaux sociaux pour se soulager, et je le prends notamment sur des questions de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bon, on a fait avancer la société finalement en disant on va contrebalancer la différence de parole entre un homme puissant et puis des milliers d'anonymes, on va le faire par la masse, et ça a eu une utilité dans la libération de la parole, mais à un moment, quand vous voulez faire changer les choses, il faut passer par la loi, il faut passer par l'action politique. Et donc, moi, j'ai fait le choix de la vie
représentative. Et en même temps, je l'ai fait avec la conscience de toutes les faiblesses, de tout ce qui veut changer, de partis dans lequel je suis allée. Et d'ailleurs, j'ai toujours travaillé au sein du parti à essayer de réfléchir la droite, le parti, les faiblesses. Mais vous arrivez aussi dans un monde qui, vous savez, plus un monde il est mourant, plus il est dans le sursaut pour essayer de subsister dans son état de moribond. Et donc, voilà, je trouve que mon devoir aussi, en étant dans le système, c'est de dire de ne pas endosser et de rentrer dans la langue de bois d'un système qui s'autoprotège, mais de dire je crois qu'on a besoin de démocratie représentative, et donc je joue mon rôle d'élu, mais d'un autre côté, je pense que mon rôle, en étant dans le système, c'est aussi d'alerter sur ce que je vois en être les faiblesses, et d'essayer de reconnecter à ce que je perçois dans la société. Loïc, cette question de la... Non, je réponds pas tout de suite là-dessus, mais sur cette question de la peur des masses, notamment avec l'irruption du numérique, c'est vraiment ce sketch historique là qu'on rejoue en se disant il y a les foules, il y a les masses, elles sont incontrôlables, elles vont s'exprimer justement comme vous dites. Ce qu'on rend visible, oui, le peuple n'est pas la foule, hein, c'est toujours le... Ce qu'on rend visible, c'est le nombre, c'est-à-dire cette capacité à pas simplement C'est pas si sûr qu'on rende visible le nombre. Par exemple, sur Twitter, on sait très bien que ceux qui interviennent sur Twitter sont une minorité très spécifique au plan sociologique de la population et de gens qui sont plutôt politisés. Ce vieux stéréotype de la foule, tu fais allusion à la psychologie des foules, hein, c'est un courant de pensée de la fin du 19e siècle qui pensait qu'on entrait dans une forme d'ère de danger, d'apocalypse, parce que les foules étaient présentes et étaient toujours susceptibles de bousculer les autorités et de se laisser guider par un meneur. Non, on a quand même de bonnes raisons aussi de se méfier de certains mouvements dont l'objectif, et je reviens à mon exemple du 6 janvier 2021, est quand même de remettre en cause. Alors, en étant persuadé qu'ils viennent sauvegarder la République et dans une vision un peu messianique de la défense de la défense du peuple. Donc, on peut avoir de bonnes raisons aussi de s'inquiéter. Quand vous disiez le complotisme, grosso modo, c'est vrai qu'imaginer aujourd'hui qu'il y ait, par exemple, je sais plus, le chiffre d'une enquête m'avait sidéré que il y a un quart des personnes interrogées dans un sondage qui vous disent qu'il y a un complot juif mondial. C'est pas du tout. On peut pas faire comme si. Ça n'était pas quelque chose de significatif, quelque chose de dangereux pour nos démocraties. Donc on a de bonnes raisons, mais effectivement, cette défiance systématique et cette vision d'un peuple fondamentalement incompétent, ça c'est quelque chose contre, je crois, il faut lutter au nom du principe même de la démocratie, qui ne reconnaît pas de hiérarchie en fonction de la compétence. On a donné le droit de vote à tout le monde, et effectivement, c'était pour de bonnes raisons. C'est parce qu'on a pensé que tout le monde avait le sens politique qui lui permettait de juger. C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de savoir savant. Hein. La politique, c'est une question de sens de la justice. Hein. Il y a un très beau texte. J'ai envie de revenir, c'est vous qui m'inspirez ça. Je le fais pas systématiquement, hein, mais revenir à la philosophie grecque. Il y a un très beau texte qui le dit. C'est le Protagoras de Platon. Et c'est l'adversaire de Platon, le sophiste Protagoras, qui dit ça. Il dit, en fait, nous tous, nous disposons de ce sens de la justice parce que Prométhée est allé chercher chez les dieux et nous l'a tous donné. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de fondamental. C'est un axiome. En quelque sorte en démocratie. Alors bien sûr, il y a des gens qui votent, dont on peut avoir le sentiment qu'ils votent sur des critères complètement irrationnels, parce que un tel est plus joli. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a effectivement des comportements, mais ce que m'apprend maintenant une vingtaine d'années d'observation des démarches participatives, c'est que, quand il y a un enjeu, quand il y a du temps, quand il y a un cadre qui de non-violence et qui d'un certain point de vue encourage la délibération, les citoyens sont capables toujours alors pas toujours forcément de dépasser leurs intérêts immédiats, mais très souvent, et de se placer
dans la perspective de l'intérêt général, en essayant de dépasser leurs différences. Ce que les acteurs politiques savent de moins en moins faire. Ou en tout cas ne sont pas prédisposés à faire parce que d'un certain point de vue, il y a un enjeu, on y revient par rapport à notre discussion de tout à l'heure, il y a un enjeu de réélection, il y a un enjeu de loyauté partisane, il y a un enjeu et donc, alors je ne dis pas du tout qu'il faut renier ce jeu partisan, parce qu'il y a quand même des différences idéologiques dans la société qu'il faut représenter. Il y a des différences d'intérêt dans la société qu'il faut représenter et qu'il faut mettre en confrontation. Mais je pense que de temps en temps, et même plutôt souvent, faire contribuer les citoyens, ça peut produire des choses tout à fait intéressantes. Et il y a eu un échec de la Convention dans son atterrissage, c'est ce qu'on a dit, mais la grande réussite, je pense, de la Convention citoyenne pour le climat, c'est d'avoir démontré ça. Les citoyens ont dépassé leurs différences et ont été parfaitement à la hauteur de ce que l'on a Oui, j'étais surpris en voyant ces commentaires où tu disais que tu rappelais que un des grands succès de la Convention citoyenne, ça avait été de montrer ça, en disant mais est-ce qu'on en est encore là de devoir montrer que les gens, quand on met dans une pièce, ils sont capables d'avoir un gramme de cerveau, est-ce qu'on en est encore à devoir convaincre que des citoyens peuvent participer? Mais manifestement, la réponse est oui, ou en tout cas vous le rappelez aussi de votre côté, cette défiance. J'ai juste aussi une question par rapport à la Convention, puisque vous en parlez. Je me permets de vous citer. Vous faisiez un peu la lecture inverse en disant que ce qui comptait était plutôt l'expression individuelle ou de repartir du désir d'expression ou de la volonté pour les personnes de commenter elles-mêmes, et que du coup vous n'étiez pas forcément très fan des assemblées citoyennes, partant du principe que les gens ne se sentiraient pas plus représentés par leurs voisins de palier que par leurs élus. Si je n'interprète pas mal ce que vous Je dis disiez. ça sur le tirage au sort. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, le tirage au sort est une forme de représentativité d'une autre manière, mais c'est une représentation et que les gens, enfin, de ce que j'ai observé finalement, ma voisine tirée au sort ne me donne pas le sentiment de mieux me représenter. Donc c'est vrai que de toute façon, comme je le dis, si j'avais trouvé la solution à la crise de la démocratie représentative, je pourrais peut-être avoir un prix Nobel de la paix. Mais je pense que là, va falloir acter là où on en est. C'est-à-dire que on peut pas se satisfaire de se dire, et les politiques, finalement, il y a toujours l'enjeu électoral qui est de se dire, une fois que j'ai été réélu, de dire, regardez, quand même, j'ai été réélu, ça y est, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'ai été réélu. Sauf qu'on est dans des niveaux d'abstention, et je pense qu'on va vivre la première élection présidentielle à forte abstention pour une élection présidentielle, qui fait qu'à un moment, moi je m'inquiète un peu de, finalement, cette France des colères, je pense que je vais l'appeler comme ça ce soir, mais de cette France qui vit, qui est politisée, qui peut se coaliser et qui n'est plus embarquée dans le monde représentatif et qui est quand même, qui nous prépare à une société de plus en plus éruptive. Et donc je pense qu'on a une nouvelle démocratie à inventer. J'ai pas la clé. Je pense qu'il faut réintroduire la démocratie directe. Je pense qu'il faut tenter de nouveau. Je pense que le grand débat a été une démarche qui a surpris, qui allait dans le bon sens. Mais c'est quelque chose qui va se construire en tâtonnant. Et en expérimentant de nouvelles formes, et puis en ayant, comme élu, ce travail très difficile à faire, de dire qu'à un moment, si on lâche pas le pouvoir, c'est pour ça que moi je cite Hölderlin en disant « là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent », à un moment, on peut se dire, en fait, on se maintient en survie d'élection en élection, jusqu'au moment où il y aura une révolution et on nous coupera la tête, ou alors à un moment on se dit « il faut lâcher du pouvoir », parce que si on lâche pas du pouvoir, on sera dans des situations qui seront trop explosives. Et donc, tout l'enjeu, il est là, de lâcher du pouvoir. Il y a un point, vous l'avez dit vraiment très justement, le tirage au sort d'assemblée citoyenne, convention citoyenne, ça n'aboutit pas à de la participation directe. C'est-à-dire, effectivement, puisque ça met à l'écart, ça concerne une centaine de personnes au mieux, et ça met à l'écart tous les autres, et les citoyens ont parfaitement le droit de ne pas se sentir représentés parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux, sauf si après le travail de l'Assemblée citoyenne, il y a un référendum. Pour moi, la séquence optimale de démocratie, c'est une séquence de délibération entre citoyens qui produit quelque chose, et ensuite un référendum où l'ensemble des citoyens peuvent se prononcer par rapport à ce qu'ont dit ceux qui ont été tirés au sort et qui ont participé. Mais
là, le gros avantage, quand même, ne l'oublions pas, c'est la possibilité à travers le tirage au sort. Alors c'est une forme de représentation complémentaire, hein, c'est pas du tout, mon intention n'est pas de substituer l'une à l'autre, c'est la diversification des expériences, des perceptions, des préoccupations que vous êtes capable d'embarquer dans la discussion. C'est-à-dire que, très clairement, on peut pas faire comme si ça n'était pas un problème du tout que l'Assemblée nationale ne compte pas d'ouvriers hein, ou d'employés. Alors, il faut pas non plus penser que parce que quelqu'un et d'origine ouvrière, il représentera toujours et parfaitement l'ensemble de ceux qui lui ressemblent, mais néanmoins, ça n'est pas indifférent en démocratie. Et ce sentiment de distance, d'aliénation, il est dû aussi au sentiment que ceux qui font de la politique, ceux qui nous représentent, ne vivent pas ce que nous vivons, c'est-à-dire ne sont pas comme nous. Et je voulais vous démentir un tout petit peu. En fait, là où il y a des dispositifs institutionnalisés d'assemblée citoyenne, ce qui n'existe pas encore en France. Je pense notamment à certains États de l'Ouest des États-Unis. Je pense en Oregon. Il y a un mécanisme qui est assez formidable. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, donc de référendums d'initiatives citoyennes en Oregon. Et l'État d'Oregon a décidé que pour chaque initiative, on mettra en place une assemblée citoyenne qui va étudier et délibérer sur les questions en jeu dans le référendum, et qui vont produire de l'information pour tous les autres citoyens. Et en fait, quand on interroge les autres citoyens, ils disent qu'ils font infiniment plus confiance à l'information qui vient de citoyens que l'information des journalistes ou des experts ou des acteurs politiques. Et donc, bon, c'est pas, on l'a pas suffisamment expérimenté souvent pour avoir ce sentiment, mais ce sentiment de distance. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion à propos du travail de la Convention citoyenne, on s'aperçoit qu'il y avait un degré d'accord sur les préconisations qui était assez élevé, sauf sur l'autoroute, là, hein, sur les trucs, mais il y avait quand même un soutien, il n'y avait pas d'écart tout à fait majeur entre les deux. Donc, voilà, expérimentons. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut expérimenter, parce que, je suis d'accord avec vous aussi, le degré d'épuisement, parce que la démocratie représentative va pas bien, elle va pas bien du tout. Donc, on peut plus continuer comme ça. Hein, c'est comme un canard sans tête, hein, quelque part, et on peut plus se bercer d'illusions, parce que l'autre option que d'approfondir la démocratie, c'est l'autoritarisme par rapport à un régime, parce que si un gouvernement n'est plus légitime, il n'a pas 1000 manières d'imposer sa décision. Et la manière la plus simple, la plus facile, c'est la répression et c'est le passage en force. Hein. Donc on va en arriver dans ces impasses-là, me semble-t-il. Très prochainement peut-être. Ouais. J'ai une petite question qui est à la fois relayée par le chat et qui était aussi pas mal dans la consultation. Alors on l'a un peu tout le temps, mais je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. L'emprise des intérêts privés dans la démocratie et là on le voit ici. La démocratie dans un système toujours plus capitaliste, elle n'a pas beaucoup de place. Est-ce que vous rejoignez un peu cette critique-là? Est-ce que vous avez à la subir même dans l'exercice de vos missions? Mais en tout cas, ce discours-là quand même un peu qui est de dire, c'est très sympa de discuter de tout ça, mais il y a une réalité très prosaïque qui est qu'aujourd'hui, les droits des personnes sont un peu bafoués aussi. Et en tout cas, complètement sous influence. La politique et la loi est complètement sous influence des lobbies. Vrai, nuancé Moi, je suis pas sûre que ça soit mon point de vue. Après, je pense que le sentiment réel, pour le coup, ce qui est une réalité, c'est la perte d'influence du politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça a été beaucoup au moment des transferts de compétences au niveau européen, qu'on a le sentiment que le politique, de toute façon, décide de moins en moins. Voilà. Après, que les représentations d'intérêts privés se fassent dans le débat public, c'est aussi le jeu démocratique. Je pense qu'il y a quand même, il y a tellement de lois de transparence qui ont été faites. Moi, je suis élue, je travaille dans le privé par ailleurs. Il y a cette espèce de suspicion permanente qui fait que maintenant, on a l'impression qu'il faudrait être une classe de fonctionnaires uniquement pour pouvoir aller vers la vie politique, alors que je trouve que c'est quand même une richesse de
de savoir ce qu'est le monde de l'entreprise, je ne suis pas certaine. Après, je pense que le vrai enjeu, c'est quand même, est-ce que le politique, il a encore du pouvoir? Et ce qui contribue quand même à l'affaiblissement de la démocratie, c'est aussi ce sentiment que, de toute façon, les politiques n'ont plus la main sur grand-chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, avec ce diagnostic-là, cette partie de votre diagnostic, et d'accord avec votre internaute sur le chat. Alors, je vais essayer de dire pourquoi. Oui, il y a aujourd'hui des acteurs qui ont autant, sinon plus, de pouvoir que les gouvernements nationaux, et le cas des GAFAM est évident. Lorsque le gouvernement du Danemark a décidé d'envoyer un ambassadeur auprès des GAFAM, ça a été un moment qui témoignait de cette on peut parler même de souveraineté, parce qu'on est souverain quand il n'y a personne pour vous donner des ordres. Et les GAFAM, bon, on voit bien que l'Union européenne essaye de reprendre un peu la main, la présidence Biden aussi, on essaye, mais c'est extrêmement compliqué. Donc il y a un vrai souci par rapport à ça, et il y a surtout chez les citoyens une prise de conscience de ça qui les amène à diminuer l'importance qu'ils donnent au débat politique, qu'ils donnent aux élections. De toute façon, le système est verrouillé, et l'alternance est quelque chose d'assez peu probable. Il y a une sorte de désenchantement par rapport à la possibilité d'une vraie alternance. Je pense par exemple à une alternance sur les questions économiques et sociales. Je crois que plus personne n'y croit vraiment à cette possibilité-là. Et puis par exemple, ce qui est arrivé aux Grecs avec leur référendum sur l'euro a rappelé à l'ordre de cette réalité. Alors, est-ce qu'elle est non négociable, cette réalité? Est-ce qu'on peut changer? Je crois que oui, d'un certain point de vue. Par exemple, on dit beaucoup que la démocratie est soumise à la dette. Elle est contrainte par la dette. On a vu que il y a eu, au moment de des politiques qui ont suivi la pandémie de lutte contre le Covid, on a vu qu'on a levé ça. C'est-à-dire, on a levé cette idée d'une chape de plomb qui empêchait, finalement. Donc, ça, c'est peut-être pas du tout une réalité nécessaire. Ça, c'est le premier point. Sur le poids des lobbies, là, je suis beaucoup moins optimiste que vous. Il me semble que ce qui se joue aujourd'hui, j'ai un collègue, deux collègues, mais notamment un qui s'appelle Antoine Vaucher, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Sphère publique, intérêt privé, et qui montre que par un mécanisme de ce que les anglo-saxons appellent de porte tournante, où finalement des gens passent du privé au public, à l'administration, développe d'un certain point de vue des proximités entre des représentants. On le voit là avec la guerre en Ukraine. On voit le cas de Schröder, on voit le cas de François Fillon qui sont emblématiques de ça. C'est-à-dire que il y a des allées et venues et une porosité des frontières entre le public et le privé qui, à mon avis, pose un problème politique et un problème à la démocratie. Ça, c'est une conviction qui est très forte et qui fait que parmi tous les intérêts qu'il faut représenter, certains sont plus égaux que d'autres et ont plus d'impact que d'autres, et c'est ceux qui peuvent se doter non seulement de défenseurs à travers des lobbies puissants. C'est un petit peu le rapport de force entre les intérêts environnementaux à l'Union européenne auprès de la Commission européenne et les intérêts industriels et économiques. C'est un rapport en termes de moyens, en termes d'hommes, d'1 à 10, sinon à beaucoup plus. Et donc, du coup, ces intérêts-là sont infiniment mieux représentés dans notre système politique, et pour moi, c'est un problème pour la démocratie. Vous partagez ? Non, mais moi j'ai déjà répondu. Vous êtes dans le privé. Oui, moi je suis dans le privé. Je pense que le problème, c'est que à un moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'il y a ceux qui ont les mains propres parce qu'ils sont entièrement payés par l'État, et alors dans ce cas-là, on a des fonctionnaires politiques à vie, vous voyez? Ou alors, dès que vous avez travaillé, finalement, ça devient un objet de suspicion permanente. Non, pas du tout. Non. Moi, je trouve
parfaitement légitime ce jeu des intérêts, ça, très clairement. Ce que je note, c'est le déséquilibre dans les capacités d'influence des intérêts. Et effectivement, il y a un vrai souci de ce point de vue. La participation citoyenne peut jouer ce rôle-là, justement, de contrepoids, contre-pied Pour moi, oui. à ces lobbies, ou est-ce Bah, que c'est... Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est-à-dire toujours le moment, de toute façon, c'est toujours le rééquilibrage, puis enfin, c'est ce que je mets sur l'affaire GameStop, hein, qui est ces boursicoteurs. Vous pouvez la rappeler pour le chat, notamment. Alors, c'était GameStop, qui était une enseigne de jeux vidéo qui était en train de péricliter, et donc les hedge funds ont décidé de vendre à perte, c'est-à-dire de parier qu'ils allaient s'effondrer et donc qu'ils allaient gagner l'argent de là-dessus, et puis par le forum Reddit, il y a eu une communauté de boursicoteurs amateurs qui se sont mis à acheter de l'action GameStop en masse et qui finalement ont fait perdre de l'argent, énormément d'argent aux hedge funds. Donc ça, c'est vraiment très symptomatique de la dynamique des réseaux sociaux, et en plus je l'analyse à travers je dirais, la mythologie à travers des mèmes et des visuels qui s'est créé autour, parce que c'est David contre Goliath, c'est les Hobbits, enfin il y a tout un imaginaire qui montre que vraiment, sur les réseaux sociaux, on est dans ces logiques-là. Et donc, effectivement, on voit bien qu'en ce moment, tous les mouvements, souvent citoyens, sont des mouvements qui viennent faire contre-pouvoir à ce qui peuvent être les intérêts des puissants. Bon, ça a été le cas je pense à toutes ces Instagrammeuses qui ont été sur les Ouïghours et qui ont commencé à demander aux grandes marques dans le vêtement et autres, de leur donner des gages qu'ils n'avaient pas chez leurs fournisseurs des fournisseurs qui exploitaient les Ouïghours. Ça a été le cas sur les questions beaucoup d'environnement, où on voit ces collectifs citoyens, et comme je le disais sur les dynamiques MeToo, qui font le nombre vient compenser je dirais, le déséquilibre de pouvoir. Donc c'est sûr que clairement, c'est vous une disiez dynamique que combat. certaines influenceuses ont eu plus d'impact sur les Ouïghours qu'une les Ouïghours, les Ouïghours, c'est les Ouïghours, c'est assez impressionnant parce que ce que je dis, c'est que moi, quand j'ai commencé à aller voir des Instagrammeuses qui étaient absolument pas politisées, je disais, est-ce que tu sais qui sera candidat à l'élection présidentielle? Non. Est-ce que tu votes? Non. Est-ce que tu sais qu'on a fermé des usines en France? Non. Est-ce que tu sais qu'il y a un enjeu de réforme des retraites? Non. Mais et politiquement, qu'est-ce qui t'émeut? Les Ouïghours. Alors, je trouve qu'à la fois, c'est aussi fascinant parce que ça veut dire que on a aussi des engagements citoyens qui sont complètement déconnectés de notre vie la plus proche, qui serait aujourd'hui, les problématiques d'emploi, les problématiques sociales dans notre pays. Après, ceux qui passent entre les mailles de tout ce filet, parce qu'ils sont quasiment invisibles, c'est les GAFAM. Parce qu'en fait, les GAFAM, c'est ceux qui hébergent tout ce débat, et donc on ne les voit pas, et en même temps, ils sont partout, et comme je dis, ils ont aujourd'hui la clé du débat. Et ça, c'est un vrai... Et je pense qu'on n'a plus... Le vrai sujet avec les GAFAM, c'est on n'a plus les moyens de... Et moi, c'est pour ça que je suis très anti-censure et que je dis que sur la modération, on achète la paix à bon compte, parce que finalement, on se dit allez éliminer les propos qui nous dérangent, mais et on vous laisse tranquille. Et on les laisse tranquilles sur ce qui est important, qui est quand même qu'aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le débat démocratique et c'est eux qui l'organisent avec des algorithmes sur lesquels on n'a aucune information. Et donc, la question des GAFAM, on nous dit ils se sont structurés parce qu'ils sont prêts à être démantelés. Mais est-ce qu'un jour, un gouvernement, de toute façon, ça ne pourra venir que d'un vrai poids international, et on l'a pas. Et on l'a vu sur la taxe GAFAM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tout de suite répercuté en aval. Donc, on a bien vu qu'à chaque fois qu'on a voulu faire les gros bras, en fait, on n'a plus aujourd'hui les marges de manœuvre d'engager un bras de fer. À voir, hein, mais vous avez tout à fait raison. Toujours dans le paysage, par rapport à ce qu'on disait sur le poids de la sphère économique, sur la sphère politique, on regarde les réseaux sociaux, on regarde les GAFAM, mais il faut se poser aussi la question de savoir si y a un fondement à ce que les grands médias d'information, qui continuent à avoir de l'influence, appartiennent à une dizaine de personnes. Non, mais... le chat, dans la consultation, c'est revenu en direct. D'un certain point de vue, Imaginons que ça n'ait aucun effet. Il y a eu des auditions parlementaires au Sénat récemment de ces oligarques, parce que le terme est maintenant entré dans le langage public, hein, et effectivement qui ont dit que non, il n'y avait rien. Mais alors pourquoi, souvent à perte,
continue-t-il à prendre des médias, à les acheter, etc. Et d'un certain point de vue, ce qui s'est joué autour de Vincent Bolloré et de CNews, me semble-t-il, est un élément, à mon sens, assez significatif de l'évolution de notre débat démocratique. C'est-à-dire qu'une chaîne d'information continue, qui n'est pas la seule d'ailleurs, parce que maintenant Europe 1 et bientôt d'autres, Paris Match, etc., changeant de direction, ou aussi changer de ligne politique, avec le soutien explicite à un acteur politique, ils ont été quand même capables. Et ça, on pensait... Alors, évidemment, il y avait eu le précédent d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un candidat en dehors de tout parti, sans expérience politique réelle, relativement faible, qui est promu en tant que candidat. Bon, un média a pu faire ça, un grand média, une entreprise médiatique importante a pu faire ça. Pour moi, ça, c'est des éléments de déstabilisation de notre système politique qu'il faut attribuer à cette emprise du pouvoir économique, ou en tout cas de certains acteurs du pouvoir économique, mais ce qui ne veut absolument pas dire que je considère, par exemple, quand vous êtes un petit patron aujourd'hui, votre poids politique est plus que relatif, mais il y a quand même des intérêts qui sont extrêmement puissants. J'invite le chat à poser ces dernières petites questions avant qu'on vous libère, car il est déjà tard, mais on peut faire la petite transition, si vous êtes d'accord, avec le sujet qui va arriver pour, dans 15 jours, la deuxième émission, qu'on a volontairement aussi choisi. C'est un peu notre... Je ne sais pas si c'est nos causes perdues ou autre, mais on va parler dialogue social. Parce qu'on a dit la démocratie est complètement absente, mais alors là, s'il y a bien un sujet dont personne ne parle dans les élections, c'est probablement le dialogue social. Je vais vous citer à nouveau dans votre ouvrage, si vous le permettez, mais vous disiez « Les corps intermédiaires doivent avoir la lucidité de reconnaître que leur impuissance a conduit les citoyens à se tourner vers d'autres modalités d'expression, d'interaction et finalement d'action. » Vous les ménagez pas? Non, parce que... Corps intermédiaires au sens large, pardon. Les corps intermédiaires au sens large, et y compris aussi les médias, qui sont... je veux dire, il faut voir ce qu'a été TF1 et ce qu'est TF1 aujourd'hui. Les corps intermédiaires, aujourd'hui, vivent un choc de désintermédiation et qu'on n'arrive pas... certes, tout le monde se lamente, et d'ailleurs, on a accusé Emmanuel Macron d'avoir détruit les corps intermédiaires, mais ils étaient eux-mêmes déjà en état de désintégration, et donc la difficulté, c'est dans cet état de désintégration qu'on ne devienne pas juste des monades isolées qui se réunissent pour, comme je dirais, des charges ponctuelles, mais qu'on arrive à recréer des communautés. Je pense que le vrai sujet là-dessus, c'est qu'on arrive à retrouver des communautés de destin et des communautés d'engagement. Je pense que c'est ça le défi. Non, c'est un point très important, parce qu'il y a plusieurs manières d'envisager l'évolution de nos démocraties. C'est vrai que ces corps intermédiaires, ils sont attaqués d'en bas, mais aussi d'en haut quand même. C'est-à-dire qu'il y a une vision, la vision jupitérienne, verticale, qui est aujourd'hui au pouvoir, a quand même beaucoup contribué aussi à les délégitimer, mais c'est vrai qu'ils étaient faibles, en état d'affaiblissement réel en termes de représentativité, tout simplement. Les syndicats, combien de salariés syndiqués aujourd'hui en France dans le privé, c'est extrêmement faible. Mais il y a de la part des pouvoirs publics aussi une stratégie qui consiste à tout le moins à ne pas essayer de les défendre. Par exemple, je pense à un acteur absolument capital, une infrastructure démocratique absolument capitale pour la démocratie, que sont les associations d'éducation populaire, par exemple. Les associations d'éducation populaire ont été complètement lâchées, ne sont plus financées véritablement, ne sont pas soutenues par les pouvoirs publics et ne sont plus à même de jouer leur rôle, me semble-t-il, d'éducation, de socialisation politique et d'articulation politique de ce qui peut devenir une contestation qui, lorsqu'elle n'est plus articulée, ne débouche plus sur autre chose que du rejet et de la violence. Donc du coup, il y a cet enjeu, me semble-t-il, de renforcer la participation du citoyen ordinaire, individuel, mais aussi de sauvegarder ce qu'il reste de ces corps intermédiaires.
parce que la plateformisation complète de la politique, c'est-à-dire on aurait un pouvoir tout en haut qui prendrait des décisions et des plateformes citoyennes où les gens répondraient, etc., c'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que ça marchera pas. Ça pourrait être une tentative. Hein, ça pourrait être un horizon d'un certain point de vue, faute de mieux, parce que entre les deux, il y aurait plus que des morts, il y aurait plus que des et donc moi je suis vous allez me dire il faut choisir ton camp. Non, il y a plusieurs démocraties dans la démocratie à préserver, et c'est la confrontation entre la démocratie institutionnelle, celle qui est issue de l'élection, la démocratie sociale, celle qui est le fait des associations, et la démocratie citoyenne, la démocratie participative. Ces trois-là, elles ont leur espace, et leurs existences se conditionnent les unes les autres. Hein, il y a une interdépendance entre les trois. Et voilà, et je constate à mon grand regret que, voilà, il y a... Avec le risque aussi que la démocratie participative, qui est un peu la dernière née quand même, soit aussi un peu, des fois, tirée par le bas, par ils ont plus adossée à la démocratie représentative ou démocratie sociale. Mais ils n'ont plus les moyens aujourd'hui. Ce que disait Marc Fesneau dans la première heure, qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un début de compréhension de la part des acteurs politiques, mais aussi des acteurs économiques et sociaux. On voit l'évolution du CESE quand même. Un début de compréhension qu'ils ne peuvent plus faire sans les citoyens. Ce sera le mot de la fin, sauf si vous nous en donnez un meilleur. Non, c'était déjà très long. Je pense qu'on a perdu nos Ils sont là encore pour Kid ou autre. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci d'être venu pour cette première émission. Et rendez-vous le 17 mars avec Laurent Berger, Thierry Baudet, Claire Toury et Jean-Christophe Repon. Merci beaucoup. Merci.